vous pouvez expliquer une fatigue chronique, vous pouvez expliquer des troubles en surface, par exemple par la présence de conflits émotionnels non résolus. En fait, ça se fait en douceur, progressivement, et ça se fait toujours en dessous du seuil de conscience. Un parasitage, c'est comme une fuite. Les parasites sont, on appelle un great imitator, des grands imitateurs. C'est une fenêtre de vulnérabilité que les deux types de parasites vont exploiter. Tout symptôme peut être effectivement mis dans l'escarcelle du parasite. Mais le signe finalement le plus caractéristique, qui n'est pas un signe clinique, c'est la résistance au traitement. Et que votre corps physique et énergétique sait se défendre, se régénérer et se guérir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de nos dernières publications. Et aujourd'hui, nous allons parler de parasitage, mais le parasitage sous deux formes principales, la forme énergétique et la forme physique médicale. Et je suis en compagnie de Véronique Avril et du docteur Claude Baudouin. Bonjour. Bonjour Bonjour. Stéphane, bonjour à tous. C'est Bonjour un honneur pour, Stéphane, bonjour à toutes et tous. C'est un honneur pour moi en tout cas de vous avoir vous deux ensemble. Voilà, c'est un duo qui va vous plaire les amis, un duo qui va vous partager de l'information super enrichissante. Alors on avait déjà fait une émission avec Véronique dans le passé. On avait parlé Oui, de d'eau, origine 8, l'eau informée. c'est ça. Aujourd'hui on te retrouve dans un autre cadre en compagnie du docteur Claude Baudouin. Pour le thème du parasitage, et c'est vraiment, on va dire, l'angle sous lequel vous avez décidé de l'approcher, c'est un angle assez inédit. Alors les amis, mettez-vous à l'aise, prenez votre petit thé ou votre petit café, installez-vous bien et on va écouter Véronique et le docteur Baudouin. Alors déjà, ma première question, c'est plutôt, est-ce que vous pourriez voilà, vous présenter brièvement et nous dire un petit peu comment vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé finalement bah, de rapprocher vos deux domaines pour ce domaine, enfin pour finalement aborder cette problématique du parasitage. Oui, alors peut-être que je vais commencer. Donc bonjour à tous et toutes. Vraiment, je suis très très heureuse d'être là avec vous pour ce moment de partage, de prise de conscience. Voilà, donc je suis Véronique Avril, je suis thérapeute. Je fais de l'hypnose, de la bioénergie, de la géobiologie. Et puis comme Stéphane le disait, eh bien j'aime beaucoup programmer l'eau et j'en ai fait une de mes spécialités. Mais ce soir, bah on n'est pas là pour ça. Voilà, on est là pour vous parler du parasitage avec le docteur Claude Baudouin. Donc je vais le laisser peut-être se présenter avant que j'aille plus loin, voilà, parce que j'ai tendance à être un peu bavarde. Ouais. Merci Véronique. Écoute, on va faire un petit peu des renvois de balles, comme on dit dans les sports. En fait, c'est venu plutôt de ton initiative. J'en parle après. Alors moi, effectivement, je suis médecin de formation, docteur en médecine. J'exerce la médecine depuis une quarantaine d'années, donc ça fait quelques temps. Et en fait, mon parcours a été assez, pour schématiser bien sûr, assez nettement, on peut dire, coupé en deux parties ou présenté en deux parties. Une première partie, les 10 premières années de ma vie où j'ai été vraiment investi dans la médecine académique, celle qu'on m'a enseignée et que j'ai voulu explorer vraiment dans tous ses aspects. J'ai fait de la médecine hospitalière, de la médecine de famille, j'étais installé en milieu semi-rural. J'ai fait de la médecine, j'étais urgentiste. Et puis, au fil des années, je me suis intéressé, une curiosité un petit peu sur des différents aspects de la vie. Donc, je me suis spécialisé aussi en biologie du vieillissement. Et toutes ces expériences m'ont bien sûr donné une assise importante dans la pratique de la médecine, avec beaucoup de satisfaction, mais aussi un certain nombre de questionnements et aussi un certain nombre de désillusions. Ce qui fait qu'après ces 10 années un peu intenses de différentes pratiques de la médecine, je me suis posé quand même des questions un peu existentielles, on pourrait dire, sur finalement à quoi servait un médecin. Et au-delà de régler des problèmes d'urgence, au-delà de peut-être essayer de prolonger le vieillissement,
Et j'en suis venu à me poser donc ces questions et à venir petit à petit sur le terrain de la prévention. Une discipline qui est totalement, on va dire, inexistante dans sa forme fondamentale dans la médecine classique. On apprend éventuellement des dépistages, on va dire, basiques, mais la prise en charge globale de la santé d'une personne tout au long de sa vie, avec elle-même la participation à sa santé, on ne l'apprend pas. Donc, je me suis reformé, c'est un peu comme une deuxième carrière, une deuxième vie médicale. Et depuis 25 ans, je n'ai pratiqué exclusivement que cette médecine qu'on appelle aujourd'hui fonctionnelle, plutôt de prévention. Alors, je n'exerce plus en tant qu'activité libérale depuis 4 ans. J'ai eu la chance de trouver un successeur que j'ai formé à ma méthode, parce que j'ai mis au point une méthode de prévention qui s'appelle Soyez en avance sur votre santé, qui permet effectivement, par des étapes bien précises, de conduire les gens à régler la plupart des problèmes chroniques. Et effectivement, pour la question de ce soir, les parasites, ça fait partie, hein, parmi d'autres choses, d'autres situations, de domaines de la médecine qui peuvent effectivement passer sous les radars. Et donc, j'avais moi-même cette expertise, on en reparlera peut-être, depuis presque 25 ans, hein, d'une approche un petit peu particulière sur, on va dire, les parasites, mais pas que. Et quand Véronique m'a contacté il y a quelques mois pour me parler de son projet, eh bien, même si j'ai pu marquer un petit temps d'hésitation, il a été très très court parce qu'en fait, ça a réactivé un certain nombre de questionnements que je me posais sur les liens, etc., entre les différentes problématiques que le rencontre, voilà, que ce soit le stress, que ce soit la fatigue, etc. Et j'ai trouvé cette idée vraiment originale et elle tombait vraiment en synchronicité avec mes propres états de recherche du moment. Donc c'est comme ça que j'ai dit à Véronique, ben, on va faire ça, on va tenter de faire ça. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec vous ce soir. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation. Donc, le docteur Baudouin, Claude Baudouin, un docteur éminent, hein. Voilà, bah, vous pourrez, je sais que tu as travaillé, hein, avec beaucoup, beaucoup de personnes, on va dire de très haut niveau, hein. On pourrait en parler un peu plus. Mais, bon, je pense que, voilà, on va passer à on va dire, au sujet du jour, le parasitage. Et d'ailleurs, vous avez préparé une présentation et j'aimerais, te poser la question vous poser la question, docteur, Claude Baudouin, qu'est-ce que c'est qu'un parasite et pourquoi on le sous-estime, autant? Alors il y a deux questions, il y a deux questions en une. C'est qu'est-ce qu'un parasite et pourquoi on le sous-estime autant? Alors le parasite en tant que tel, il a une définition bien connue, hein. C'est un être vivant déjà qui vit aux dépens d'un hôte, hein. D'ailleurs, c'est une définition que l'on peut d'ailleurs retrouver dans le langage commun pour des personnes qui voilà, profitent un peu de situation vis-à-vis d'autres. Donc c'est intéressant déjà le parallélisme dans le langage commun, hein, sur le mot parasite, mais c'est un organisme vivant qui va s'installer dans un hôte, vous, moi, n'importe qui, et qui a trouvé cette astuce pour pouvoir vivre à nos dépens, mais de trouver un hébergement. On lui offre le gîte et le couvert, et il va s'installer. Alors effectivement, cette première présentation, elle est volontairement, on va dire, tranquille et anodine, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. On héberge tous des parasites, hein, plusieurs dizaines, et pour, il faut le dire, la plupart des gens, eh ben, ça se passe plutôt bien, puisque en réalité, le parasite, il n'a pas intérêt à se faire trop remarquer, sinon, bah, évidemment, on le détecterait et on ferait tout pour l'éliminer. Donc, évidemment, dans sa stratégie de base, eh bien, il se fait un peu tout petit et il vit à nos dépens, il prend une partie de nos nutriments, il s'installe dans certains endroits bien au chaud où il va être bien installé, essentiellement dans le digestif, on en reparlera peut-être. Mais voilà, ça c'est la définition du parasite. Euh, et pourquoi on n'en parle pas aussi souvent? Pourquoi? Alors ça, c'est un vrai, vrai sujet, puisque il faut savoir que dans la formation médicale de base, il faut quand même savoir que former un médecin, et encore aujourd'hui, c'est plusieurs années, hein, on peut aller jusqu'à 10 ans pour la médecine de base. Et l'enseignement de la discipline de parasitologie a lieu, c'est des souvenirs lointains, mais on va dire a priori à la troisième année de médecine. Vous voyez que c'est un enseignement qui est, à l'époque, quand on est jeune étudiant, extrêmement, on va dire, éloigné de nos aspirations de médecin, où nous, on veut qu'on parle de maladies, de malades, etc. Et les parasites, bon, c'est des petites bébêtes qu'on voit jamais à l'œil nu, il faut un microscope la plupart du temps. Donc, à l'époque, je me rappelle très bien, hein, ça ne nous intéressait pas du tout. Alors, les profs ne donnaient pas non plus une envie de s'intéresser à ça.
parce qu'on nous parlait de parasites exotiques. Bon, à l'époque, tout le monde n'avait pas fait des voyages dans le monde entier, donc on avait vraiment une image complètement abstraite de la question. Et puis les études continuant, on ne reparle plus jamais de ça. On va peut-être approcher un tout petit peu dans les thérapeutiques le traitement du paludisme, par exemple, parce que là, vraiment, évidemment, il faut avoir quelques connaissances en tant que médecin, mais aucun médecin généraliste en activité n'aura à traiter lui-même un paludisme si jamais il en détecte un. Il sera traité à l'hôpital et par des spécialistes. Donc la parasitologie, elle est complètement passée sous les radars de par cette, on va dire, spécificité d'un enseignement assez embryonnaire, et puis aussi parce que arrivés, disons, dans nos fonctions, nous-mêmes en tant que médecins, on n'a pas du tout conscience que c'est un problème que l'on devra suspecter chez les gens, parce que nous, on va surtout être formés pour les parasites exotiques, on verra quasiment jamais, et on ne se rend pas compte, et c'est aussi la grande question qui m'intéresse moi dans le quotidien d'un médecin, on va dire, de ville, qui reçoit des patients de toutes sortes de problématiques, c'est justement de remettre un peu sous le radar la possibilité que des tas de problématiques, et on va le voir, qui amènent, on va dire, pour parler clairement, qui font la base de toute consultation en médecine, c'est pratiquement toutes les consultations en médecine, peuvent être vues aussi sous l'angle des parasites quand il y a des échecs. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est un problème qui est encore, bon, même si il y a quelques mouvements médiatiques sur la question, et votre chaîne finalement y contribue avec un grand intérêt. C'est vraiment, moi je trouve ça formidable. Mais voilà, c'est encore actuellement un sujet confus. Il y a beaucoup de choses qui se disent à droite à gauche et en fait il faut un peu de clarification pour arriver à s'approprier ce sujet. Et je le dirais, puisque c'est le but, je pense, de votre chaîne, d'avoir un intérêt du grand public à la question pour finalement devenir de bons interlocuteurs avec les médecins, parce qu'eux-mêmes n'y penseront pas forcément. Et même si tout ne doit pas être rattaché à ça, évidemment, il faut ouvrir un petit peu cette case qui est restée un peu dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, merci pour cette présentation du parasite. Oui, moi je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le docteur Baudouin, parce que c'est exactement ce que j'expérimente finalement dans ma pratique. Et sincèrement, ce qui me frappe particulièrement, c'est justement cette notion d'invisibilité. D'accord ? On va parler d'invisibilité stratégique. C'est-à-dire que les parasites énergétiques, qu'il s'agisse d'une relation toxique qui vous vide de votre énergie, d'une forme pensée que vous avez vous-même créée par des ruminations répétées, ou peut-être d'une entité attachée à votre champ aurique, ils opèrent exactement de la même façon. En fait, ça se fait en douceur, progressivement, et ça se fait toujours en dessous du seuil de conscience. Et c'est pour ça que on n'y pense pas forcément, et que ça reste quelque chose de discret finalement, quelque chose qui n'est pas facilement détectable et auquel on ne pense pas parce qu'on n'est pas non plus habitué à penser à ce type de parasitage. Donc en fait là on voit bien déjà le parallèle qu'on peut faire entre les deux, c'est-à-dire que par exemple, oui, avec des parasites physiques on peut avoir un peu plus de fatigue que d'habitude, d'accord. On peut avoir aussi un peu d'enthousiasme qui diminue, on n'est pas bien, et tout ça, ça peut être des symptômes que l'on va retrouver, on en parlera un peu plus tard, mais aussi bien dans le parasitage physique que dans le parasitage énergétique. Et puis souvent on va mettre ça sur le compte du travail, des saisons, de l'âge. Et pendant ce temps-là, le parasitage, lui, il fait son œuvre en fait, finalement. Moi, souvent, je décris ça avec une image simple. Imaginez votre énergie vitale comme étant un réservoir. Voilà, parce que j'aime bien utiliser des images, ça parle beaucoup plus comme ça. Un parasitage, c'est comme une fuite. On peut faire ce parallèle. Au début, vous avez assez d'énergie pour compenser la perte, puis progressivement, le niveau va baisser, d'accord. Et un jour, on se réveille complètement vidé et sans comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que ça s'est passé petit à petit. C'est un peu l'histoire de la grenouille qui entre dans la marmite d'eau froide. On allume le feu et puis l'eau chauffe petit à petit. Et lorsque la grenouille se perçoit que c'est trop chaud, c'est trop tard pour bouger, d'accord. C'est la même chose. Donc et je pense que cette notion-là, elle est très importante à prendre en compte. Et puis, il y a une autre chose importante que je voulais aborder, car beaucoup de personnes me posent cette question finalement.
En effet, très souvent dans ma pratique, on me demande, mais comment savoir si c'est un parasite physique ou énergétique qui est en cause? Parce que ça, c'est souvent... Et là, je trouve que c'est vraiment une très très bonne question. Et je dirais même que c'est la bonne question. Et c'est précisément pour ça, donc, que notre collaboration avec le docteur Baudouin est si précieuse. Parce que la réponse honnête, c'est qu'en fait, les deux peuvent coexister et les deux peuvent se causer mutuellement. Voilà. Et donc, il y a un premier élément de réponse très simple que je donne toujours, c'est si votre fatigue empire systématiquement en présence d'une personne précise ou dans un lieu précis, c'est un signal énergétique fort déjà. D'accord. Un parasite physique, lui, il va pas réagir à votre agenda social, non. Ou bien encore, vous savez, vous pouvez aussi expérimenter ce qu'on appelle une malchance répétée. Alors, moi, ce que je vous dirais simplement, c'est que je m'étendrai pas plus, mais la malchance répétée n'existe tout simplement pas. C'est seulement le signe d'un parasitage énergétique. Voilà. Alors, du côté médical, pour rebondir sur ce que vient de dire Véronique, et pour savoir, voilà, faire la différence, qu'est-ce qui est parasite physique ou énergétique. Et c'est peut-être sur cette question finalement que le point s'est construit un peu notre collaboration, parce que du côté médical, moi, ce que j'ai souvent observé, c'est que les personnes arrivent avec un tableau. Alors, je parle des gens qui sont venus me voir après souvent ce qu'on appelle des errances médicales, parce que évidemment, voilà, on essaye de résoudre des problèmes un peu chroniques, et donc les tableaux symptomatiques que présentent la plupart des gens que j'ai reçus dépassent largement ce que seul le parasite physique pourrait expliquer, même si je le redirai, mais je le dis là parce que c'est une chose que les gens doivent retenir. Les parasites sont, on appelle un great imitator, des grands imitateurs. Il faut vraiment avoir cette notion en tête qui va donner la complexité aussi bien pour le patient que pour le médecin. C'est qu'un parasite, quand il se réveille, on va voir cette notion un peu de dormance et de réveil. Quand il dort, il est au chaud chez nous, il vit sa vie tranquillement et nous, il nous laisse vivre la nôtre. Et quand il se réveille pour des tas de raisons qu'on abordera, eh bien, il va prendre un peu les commandes. Et là, effectivement, il va pouvoir donner des symptômes qui sont strictement le registre de la médecine. Absolument tous les symptômes possibles, imaginables. Donc, c'est très difficile et les patients arrivent effectivement avec des tableaux qui sont très complexes. Il y a la fatigue, oui, bien sûr, les troubles digestifs, il y a aussi de l'anxiété, des troubles du sommeil, des sensations, vraiment parfois des rêves, des cauchemars, etc. Donc, tous ces symptômes-là, c'est une sorte de fourre-tout, on pourrait dire, et c'est en fait un sac de nœuds que le médecin doit dénouer, c'est assez compliqué. C'est là que j'ai commencé à m'interroger, mais j'ai eu la chance, et c'est pour ça que quand Véronique m'a parlé de ce projet, une petite hésitation peut-être un peu, voilà, parce qu'évidemment, on n'est pas habitué à mélanger ces deux mondes, surtout du côté médical, mais en fait, ça a mis en résonance avec une approche que j'ai eu la chance d'avoir il y a plus de 25 ans avec un médecin absolument extraordinaire qui s'appelle le docteur Dietrich Lingart, qui est, bon, il est toujours présent, il est toujours vivant, mais qui à l'époque, imaginez, il y a 25 ans, un médecin complètement avant-gardiste, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, la médecine holistique, et qui a une très très grande expertise des parasites. En fait, lui, il nous a donné un schéma que j'ai toujours gardé dans la façon d'aborder les personnes, qui était l'image d'un iceberg. Donc, tout le monde connaît cette image de l'iceberg qu'on utilise pour différentes métaphores, mais c'est dans ce cas-là très intéressant puisque la partie émergée, la partie visible, on peut dire, quelle que soit sa taille, représente la totalité de nos symptômes et des problèmes des gens. La totalité. Je veux dire, on peut avoir 3, 10, 20 ou 50 problèmes, ce sera toujours la partie visible de l'iceberg. Et nous, ce qui nous intéressait à nous sensibiliser, c'était en fait la partie invisible. Et vous savez que dans un iceberg, en vrai, eh bien, la partie invisible, c'est la 4/5e de la partie visible, même si ce que vous voyez est totalement immense. Ça peut faire des immeubles de plusieurs dizaines d'étages. Un iceberg, ça peut être extrêmement important. Eh bien, en fait, la partie qui est immergée est 4 fois plus importante que la partie visible. Et dans cette partie non visible, il détaillait 3 niveaux d'explication possible de ce qu'on voyait en surface. C'est-à-dire, par exemple, si on doit expliquer une fatigue, eh bien,
si on cherche la fatigue dans le symptôme lui-même, on ne trouvera pas d'explication. Il y en a 50 000, il y en a zéro. Mais si on regarde dans les 3 étages en dessous, il y a forcément un de ces endroits-là où on va trouver la cause. Et évidemment, les 3 peuvent être associés. Alors, ces 3 causes, je ne vais pas tout détailler ici, mais il y avait entre autres les micro-organismes, les parasites, ou autres micro-organismes, ça peut être aussi des bactéries, etc. Il y avait des toxiques environnementaux, parce que vous avez aussi des toxiques qui peuvent imiter énormément de problématiques, de fatigue, de troubles digestifs, d'anxiété, etc. On en parle aujourd'hui avec les perturbateurs hormonaux. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que tout au fond de l'iceberg, donc la partie la plus difficile d'accès, il y avait ce que Klinghardt appelait à l'époque l'abréviation CENR, c'est-à-dire l'existence très probable de conflits émotionnels non résolus, au pluriel de préférence. Et cette phrase-là, alors moi à l'époque je ne parlais pas de parasitage énergétique parce que j'avais pas cette notion, mais quand j'y regarde bien, ça représente exactement l'équivalent. Vous pouvez expliquer une fatigue chronique, vous pouvez expliquer des troubles en surface, par exemple par la présence de conflits émotionnels non résolus. Et c'est là où j'ai rejoint complètement, j'ai commencé à m'interroger de me dire que dans le cadre du parasite physique, est-ce que c'était la cause unique ou est-ce que c'était lui-même était la conséquence d'autre chose? Vous voyez, ça s'est rejoint comme ça. Est-ce que c'était la conséquence d'autre chose? Et voilà, voilà un petit peu l'articulation. Merci. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, moi, je vais vous donner un exemple très concret qui va illustrer parfaitement le parallèle entre les deux mondes, donc le monde énergétique et le monde physique. Vous savez, ces petits vers, les oxyures, souvent les enfants peuvent en avoir, c'est pas rare du tout, et même les adultes évidemment, hein, mais voilà, donc ces petits vers blancs qui sont les plus fréquents en France et qui pondent leurs œufs autour de l'anus la nuit, entre 2h et 4h du matin précisément, d'accord? C'est pour ça qu'ils provoquent des démangeaisons nocturnes, des réveils à cette heure-là, de l'irritabilité le matin au réveil, hein. Voilà, il y a toutes sortes de symptômes. Et ben, dans ma pratique, je rencontre exactement les mêmes symptômes pour le parasitage énergétique. Vous savez, c'est un peu comme tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, le deuxième principe hermétique, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les entités et les formes parasitaires sont plus actives entre 3h et 5h du matin parce que c'est la période où notre énergie vitale est un peu plus basse et donc c'est une fenêtre de vulnérabilité que les deux types de parasites vont exploiter, hein. Vous voyez, même horaire, même stratégie, deux mondes, mais une seule loi finalement. Donc c'est simplement le fait de rapprocher les deux, c'est simplement le fait eh bien, de revenir à quelque chose de plus global, de plus holistique, une vision de l'être global et holistique, et ça fonctionne beaucoup mieux. Et d'ailleurs, toutes les traditions spirituelles, hein, du monde, eh bien, parlent du parasitage, hein, sous une forme ou sous une autre, hein. Vous avez les chamans sibériens, hein, qui vont parler de voleurs d'âme, même la médecine traditionnelle chinoise, hein, que le docteur Baudouin connaît bien puisqu'il y a été plus que formé. Voilà, on parle de fuite du chi, hein, en médecine traditionnelle chinoise, ou les guérisseurs amérindiens, hein, qui voient aussi des trous dans l'aura. La tradition védique, hein, qui mentionne les rakshasas, les entités qui se nourrissent de l'énergie humaine. Voilà. Et puis, donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un concept nouveau, mais c'est vrai qu'on a eu tendance à oublier ces traditions. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que les traditions sur beaucoup de sujets avaient totalement raison. Et la science, d'ailleurs, arrive à prouver certaines choses que les traditions avançaient. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche. Et puis, vous savez, il y a aussi je dirais, une sagesse ancestrale dans nos expressions populaires, dans le vocabulaire, dans le verbe, hein, puisque le verbe est puissant. Et il y a toujours une origine dans tout ça. Et nos expressions populaires en témoignent encore aujourd'hui, hein, sans même qu'on s'en rende compte. Quand on dit par exemple que quelqu'un nous pompe l'air, hein, ou qu'il nous vampirise, ou qu'il nous bouffe notre énergie, ce sont pas des métaphores, hein. Ce sont des vérités énergétiques que notre corps connaît parfaitement, même quand notre mental un peu cartésien finalement va les nier. Et voilà, donc
Puis bon, on peut se dire que toutes ces traditions, elles n'avaient pas accès au microscope, hein, mais elles avaient accès à quelque chose d'autre. Elles avaient vraiment accès à une perception, je pense, subtile du corps qui leur permettait de sentir le parasitage bien avant qu'il ne se manifeste physiquement. Voilà. Hmm. Super intéressant tout ça. Tu... Et, oui, je pense que peut-être du côté médical, Hmm. Claude pourrait peut-être rajouter quelque chose s'il le Mhm. souhaite, mais Mhm. euh, Oui, voilà. volontiers. Bah, c'est passionnant là ce que tu as rappelé sur les traditions. Parce qu'évidemment, on doit s'en nourrir et s'en inspirer. Des traditions qui résistent à autant de milliers d'années, elles ont du contenu, hein, la sagesse populaire et puis la pratique, l'expérience. Et c'est la base de la médecine chinoise, effectivement, que j'ai intégrée dans mon approche, parce que je la trouve fascinante, justement, à bien des égards, parce qu'elle fait le lien permanent, elle ne fait pas de distinction. À la limite, si on a un médecin chinois, en fait, il serait à la fois le docteur Baudouin et Véronique en même temps à parler. Donc c'est ça qui est intéressant et inspirant. Et du côté médical, vous savez que nous, par exemple, la médecine, je dirais, officielle, académique, elle se base exclusivement sur ce qu'on appelle la médecine fondée par l'épreuve, l'évidence-based medicine, qui a de plus en plus de fissuration dans son concept, en particulier sur même l'étude en double aveugle contre le placebo. Il y a énormément d'études qui ont montré que c'était, excusez-moi du terme, bidon, parce que les gens qui sont, par exemple, sous placebo versus des gens qui prennent des médicaments réels, eh bien, les gens qui prennent des vrais médicaments avec donc des effets secondaires, ils ne sont pas bêtes. Je dirais, à un moment donné, ils savent qu'ils prennent quelque chose qui dérange leur corps. Donc, on a démontré totalement depuis des années qu'en réalité, on ne peut pas vraiment faire une double insu. Les gens sont quand même conscients des choses. Et donc, cette médecine fondée sur uniquement des preuves, elle va obligatoirement passer sous le radar plein de choses. Parce que déjà, il faut savoir que nos sens sont extrêmement limités. Par exemple, on ne voit qu'une infime portion du spectre électromagnétique. Par exemple, dans la fréquence, l'échantillonnage des sons, vous prenez par exemple les animaux, hein, les chiens qui ont une ouïe 60-80 fois supérieure aux humains, la vision qui est chez nous, même si elle est dominante, 80% de nos sens sont portés par la vision, mais imaginez ce que c'est que la vision d'un aigle ou d'un rapace qui est capable de voir un mulot à moitié enterré à des centaines et des centaines de mètres d'eau. Donc, nous, on a des caractéristiques, effectivement, mais on est assez handicapé sur la perception des choses quand elles ne sont pas visibles. Alors, le parasite, lui, surtout les unicellulaires, vous ne les verrez jamais. Hein, il faut un microscope. Alors, sous prétexte qu'on ne les voit pas, ils n'existeraient pas. Les ondes Wi-Fi qui sont en permanence, et Dieu sait si elles sont en extension, en exponentialité, si on peut dire, aujourd'hui, toutes sortes d'ondes, bah, sauf ceux qui sont un petit peu plus alertes sur la détection, qu'on appelle les électrosensibles, mais sinon, voilà, on est en fait en permanence avec des choses invisibles, et si on est vraiment scientifique, bah, on sait qu'elles existent parce que voilà, la science l'a approché, mais nous, on ne peut pas le sentir. Je vais prendre un dernier exemple sur les plus petites particules bon, qui sont présentes dans l'univers qu'on appelle les neutrinos, qui sont des particules essentiellement produites par les fissions nucléaires des réactions solaires. Mais il faut savoir que chaque seconde, notre corps est traversé par 10 puissance 14 neutrinos, c'est-à-dire 900 000 milliards, 100 000 milliards de neutrinos, mais qui n'ont pas d'interaction. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas de conséquences, sinon on serait tous morts. Mais c'est quand même physiquement quelque chose qui nous traverse et on en a strictement, et heureusement d'ailleurs, aucune conscience. Donc, l'argument selon lequel quelque chose n'existerait pas parce qu'on ne peut pas le voir directement, c'est un argument qui ne tient pas du tout scientifiquement. Et je dis ça bien sûr en tant que médecin. Et nous, médecins, je pense que c'est important parce que à juste titre, hein, dans beaucoup de domaines, on veut que la médecine soit scientifique. Alors, il faut qu'elle ait un versant scientifique, évidemment, mais il faut surtout se rappeler que historiquement, la médecine est décrite comme un art. On appelle ça, on appelait, parce que je pense que les jeunes générations ne leur apprennent plus, que la médecine est un art médical. Alors, un art, ben, c'est autre chose, et il faut combiner les deux. Et donc, nous, médecins, aujourd'hui, nous devons tenir compte de cet aspect un petit peu invisible des choses, et que les gens vont percevoir. Les gens perçoivent l'invisible. Les gens le perçoivent. Il y a l'intuition, il y a les ressentis. C'est très important qu'une personne aille dans ce registre-là. Par exemple, si on parle de parasitage énergétique, je pense que Véronique confirmera, il faut être à l'écoute de ce que ressentent les gens. Et après, évidemment, avec une lecture
rigoureux, scientifique éventuellement, on va décoder les informations pour en faire quelque chose de constructif. Mais voilà, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas prouvable, on ne peut pas prouver l'émotion de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit je suis triste, et vous le croyez, vous ne lui demandez pas apporte-moi la preuve que tu es triste. Ben, il dit écoute, je te le dis, je suis triste. Donc on le croit, vous voyez, et on croit quelque chose qu'on ne peut pas voir. Bon, Mmh. voilà. Donc nous, médecins, on doit tenir compte de ça. Eh ben, merci en tout cas pour toutes ces explications et c'est vrai que c'est hyper intéressant et par rapport à donc votre collaboration, je sais que voilà, il y a une chose commune, hein, sur laquelle vous avez vraiment travaillé, c'est le système immunitaire. Alors pourquoi le système immunitaire en particulier? Heu, Oui, ouais. Merci pour cette question. Merci pour cette question, Stéphane, parce que je pense qu'elle est vraiment cruciale. Elle est au centre justement de notre démarche. On a vraiment construit cette démarche. Alors, je dirais pas entièrement, mais quand même pas mal autour du système immunitaire, parce que c'est là que la correspondance finalement entre les deux mondes, physique et énergétique, est la plus évidente et la plus documentée, et aussi peut-être la plus actionnable. Hein. Encore une fois, dans ma pratique, j'évoque souvent le système immunitaire physique et le système immunitaire énergétique comme étant finalement les deux faces d'une même pièce. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si on considère l'être dans sa globalité, donc, on peut pas vraiment soigner l'un sans regarder l'autre. Euh, Concrètement, on va pouvoir dire peut-être que le système immunitaire énergétique, c'est votre champ aurique, hein, d'accord, c'est votre aura, c'est l'enveloppe subtile qui entoure votre corps physique et qui filtre les influences extérieures. Euh, on peut faire le parallèle avec votre peau et vos muqueuses, hein, qui filtrent les agents pathogènes physiques, bien sûr. Et bien, quand cette enveloppe est intacte, qu'elle est cohérente, qu'elle est bien alimentée, qu'elle est nourrie, eh bien, vous résistez naturellement à la plupart des parasites énergétiques. Et quand elle se fissure, eh bien, elle peut se fissurer à cause de beaucoup de choses, hein, par exemple un choc émotionnel, un épuisement profond. En ce moment, on voit beaucoup malheureusement de burn-out, hein, ou d'une période de vulnérabilité quelconque. Les parasites vont finalement s'engouffrer dans ces brèches. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je pense que le docteur Baudouin a beaucoup de choses à dire justement sur ce côté médical aussi, hein, parce que qui finalement est assez identique, je pense. Oui, tout à fait, Véronique. Alors là, on est sur un sujet, moi, qui me passionne de plus en plus, si je peux dire. Je crois vraiment que le système immunitaire, euh, c'est vraiment le système biologique de notre évolution le plus fascinant qui existe et que à mon sens, que je connaisse. Et comme le dit un ami biologiste, le génie de la vie a mis au point ce système-là d'une façon qui est absolument incroyable. Alors effectivement, parler du système immunitaire en quelques lignes, c'est très intéressant parce qu'on finalement on va schématiser, mais ça reste quand même assez proche de la réalité. Euh, c'est un mécanisme qui est assez identique à ce que Véronique vient de décrire dans le cadre du système immunitaire physique. Alors, j'aime pas trop le mot, mais il faut quand même le présenter un peu comme une armée intérieure. C'est une armée, mais si vous voulez, il y a deux pôles de cette armée. Vous avez une armée, on pourrait dire, d'action, un peu, on pourrait dire des commandos, vous voyez, pour prendre une image un peu guerrière. Hein, malheureusement, l'actualité nous montre que c'est quelque chose qu'on peut voir tous les jours à l'œuvre. Et cette armée guerrière, évidemment, bon, vous connaissez certains termes, il y a les globules blancs, il y a les lymphocytes, les natural killers, hein, rien que dans le mot, hein, natural killer, voilà, voilà, c'est bien évidemment imagé dans leur fonction. Des cellules effectivement qui vont neutraliser les agresseurs, pas que les parasites d'ailleurs, hein, bien sûr, c'est le même mécanisme pour les bactéries, les virus. Vous avez un système qui est inné, c'est-à-dire que le génie de la vie nous a donné déjà une prédisposition à être apte à reconnaître n'importe quelle substance qui ne fait pas partie de nous, même si on l'a jamais vue, ce qu'on appelle système inné, où là on va avoir des récepteurs sur nos cellules qui savent très bien détecter l'intrus. Donc à ce moment-là, ils vont enclencher des tas de mécanismes de rejet. Donc ça, c'est une immunité extrêmement immédiate, donc qui nous permet vraiment de nous défendre rapidement. Et puis vous avez une immunité qu'on appelle adaptative, qui est le fruit d'une longue évolution et qui permet effectivement de mémoriser un agresseur qui aurait été détecté précédemment pour en faire une sorte de bibliothèque de reconnaissance avec ce qu'on appelle les anticorps, donc l'autre facette du système immunitaire. Donc ça, c'est le système immunitaire un peu guerrier, si vous voulez, parce qu'effectivement, quand un anticorps se réveille,
il va neutraliser l'intrus qu'il a appris à reconnaître. Donc ça, cette armée-là, elle est évidemment faite pour nous défendre avec deux niveaux efficacement. Et puis vous avez une armée plus passive, qui est une armée, je dirais, un peu comme les soldats de l'ONU, vous voyez, qui sont des armées quand même, ils ont un uniforme, ils ont des armes, ils sont reconnaissables, mais ils sont là plutôt pour protéger les populations, pour faire appliquer des principes de paix, comment dire, des négociations de paix, donc pour mettre en place les textes, etc., et protéger les populations. Et nous avons aussi dans le système immunitaire des systèmes de protection, à commencer par les barrières, ce qu'on appelle les barrières, qui sont d'ailleurs très importantes quand on va aborder l'interaction des parasites avec notre propre intériorité, si je peux dire, la fameuse barrière intestinale, mais vous avez déjà votre barrière extérieure qui est la peau, c'est une première barrière, et la peau représente aussi un volet de notre système immunitaire, puisque c'est fait pour nous protéger et nous défendre. Donc effectivement, il y a énormément on va dire, de strates, de couches, si vous voulez, de protection qui sont faites effectivement pour nous rendre quand même assez imperméables aux agressions. Mais quand le système immunitaire est affaibli, et malheureusement dans notre société aujourd'hui, c'est un des enjeux fondamentaux de la santé d'une part et du vieillissement d'autre part, vieillissement en bonne santé, parce que effectivement, la plus importante raison de mauvais vieillissement ou de mauvais état de santé chronique, c'est la faiblesse de notre système immunitaire. C'est constamment ça qui est en cause, par le stress, par la fatigue chronique, par une alimentation carencée, par des traumatismes physiques, psychiques, etc. Les parasites qui sont en fait des opportunistes, eux, vont être, on va dire, à l'écoute absolue de toutes ces faiblesses. Et malheureusement, ils vont prendre un petit peu plus le pouvoir sur notre système immunitaire. Je rappelle quand même que les parasites sont présents sur la Terre des centaines et des centaines de millions d'années avant notre propre apparition. Donc, ils ont eu le temps et combien de nous étudier, de nous observer, de s'adapter. Et ce qui en fait ce côté fascinant des parasites, avant de parler de côté négatif, c'est justement cette capacité qu'ils ont eue de s'adapter à nos moindres mouvements et à comprendre comment notre système immunitaire fonctionne. Donc, à partir du moment où il faiblit, eh bien, ils vont en profiter immédiatement. Il y a un exemple, alors, c'est pas vraiment un parasite, mais tout le monde a entendu parler de cette levure qu'on appelle le Candida albicans, qui est une forme de champignon, donc qui existe à l'état, on va dire, de spore inerte un petit peu normalement, et qui peut se réveiller sous différentes influences, le stress, la fatigue, le système immunitaire dont je peux te parler, et là se réveiller sous forme on va dire, de levure active, qu'on appelle un mycélium, et envahir la totalité de l'organisme. Donc il passe de cette forme, on va dire, dormante à une forme invasive à partir du moment où le système immunitaire baisse la garde. Donc c'est pas le parasite qui devient soudainement plus agressif. Il n'avait aucune raison de le faire, puisque comme je vous ai dit, normalement, lui, il se fait tout petit pour vivre tranquillement sa petite vie et faire en sorte de ne pas se faire détecter. Mais quand il voit une brèche avec un système immunitaire affaibli, là, il va devenir conquérant. Le parasite en général, là, je parle de la levure, mais c'est le même principe. Et c'est simplement de regarder de votre côté, de voir que c'est votre défense qui a baissé la garde et c'est non pas l'agresseur qui est plus agressif. C'est très important à comprendre ça. Ah ben, merci. Super intéressant en tout cas. Merci. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est cette notion d'opportuniste, cette notion qui est la même en fait finalement dans le monde énergétique. C'est exactement ça. C'est lorsque nous avons une faiblesse au niveau de notre système immunitaire énergétique, eh bien que on va être plus susceptible effectivement de laisser entrer dans notre espace des parasites énergétiques, quels qu'ils soient. Il y en a de nombreux. Ils sont aussi nombreux d'ailleurs, il faut le préciser, que ceux que l'on peut retrouver sur le plan physique. Donc, il faut toujours penser finalement à faire ce parallèle entre le monde énergétique et le monde physique, puisque les deux se rejoignent. Donc voilà. Mais il y a effectivement, mais il y a une discipline qui est très importante, je pense, en médecine. Peut-être que Claude pourrait nous en parler un petit peu de la psychoneuroimmunologie. Parce que c'est une discipline de la médecine qui s'est développée donc dans les années 80. Mais bon, peut-être que Claude, tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je sais pas.
Oui, bah, je vais essayer en tout cas. Merci. Alors oui, c'est une discipline qui a vraiment fait un pont, si je peux dire, entre les aspects purement psychiques, on va dire psychiatriques, hein, par exemple des dépressions, des fatigues chroniques, des problématiques effectivement de comportement, qui était un peu le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, avec un enseignement dédié. Et puis de l'autre côté, on va dire la médecine qui n'avait pas accès à cette voilà. Donc cette psychoneuroimmunologie, comme tu l'as rappelé, une discipline qui est finalement assez récente, mais les découvertes qui ont été faites à ce niveau-là et les conséquences sont absolument majeures. En fait, c'est l'étude du lien entre le psychisme, le système nerveux et le système immunitaire. Et ce qu'elle démontre de façon totalement indiscutable, c'est que nos états émotionnels ont un impact direct et mesurable sur nos défenses immunitaires. En fait, ce qui est très intéressant dans cette discipline, c'est qu'elle prend, en fait, elle donne un nom, elle met un éclairage particulier sur justement une approche millénaire qu'a proposée la médecine traditionnelle chinoise, où elle fait le lien constamment entre nos émotions, nos organes et les circuits, on pourrait dire, d'information. Parce que dans ce cas-là, il faut plutôt parler d'information émotionnelle plutôt que simplement d'émotion. La colère, c'est une information d'un type particulier, la tristesse, c'est une information, et il se trouve que effectivement, il y a des liens avec les organes. Alors, dans la discipline de la psychoneuroimmunologie, on a par exemple montré que, je vais prendre un exemple assez étonnant, que par exemple les cellules graisseuses, qu'on appelle les cellules adipeuses, qu'on pensait plutôt être voilà, un peu les gens veulent plutôt s'en débarrasser de leurs cellules adipeuses en général, hein, ça les embête. En fait, c'est des cellules que même les médecins considéraient comme des cellules, on va dire, sans grand intérêt, à part le stockage. Et en fait, on s'est aperçu que ces cellules graisseuses, ces adipocytes, avaient des récepteurs absolument à toutes les fonctions de l'organisme. C'est-à-dire, vous avez des récepteurs pour l'immunité, vous avez des récepteurs pour les hormones, vous avez des récepteurs pour ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, hein, la fameuse sérotonine, etc. Vous imaginez que sur des cellules graisseuses, vous avez des informations de tous niveaux qui arrivent. C'est pour ça qu'en cas de stress, par exemple, les gens vont grossir aussi, hein, parce que les cellules graisseuses sont au courant. En fait, l'articulation se fait, on pourrait dire, pour schématiser, le cerveau, bah, lui, va s'occuper des neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'il va distribuer à l'organisme des molécules du bien-être, de la sérénité, voilà, la dopamine, la sérotonine. Le moyen de communication, ce qui va livrer l'information à la périphérie, ce sont les hormones. Et on sait que, par exemple, ce qu'on appelle l'axe endocrinien, et on sait, par exemple, qu'en cas de stress, il y a une hormone que tout le monde connaît, stress chronique, que tout le monde connaît, qui va être à l'œuvre à partir d'un stress, qui est le cortisol. Donc, on voit bien que on va dire, c'est le levier d'action. Et puis, vous avez l'effecteur, c'est-à-dire l'ouvrier qui, lui, va répondre à ces consignes qui viennent depuis le stress en passant par les hormones, le cortisol, et qu'on appelle, bon, c'est un langage un peu technique, mais que bon, maintenant les gens ont accès à ces informations, qu'on appelle des cytokines, hein, qui sont en fait des effecteurs du système immunitaire. Alors, certaines sont inflammatoires, évidemment, elles nous embêtent, mais certaines sont anti-inflammatoires quand c'est bien géré. Donc, encore une fois, l'organisme, il n'est pas blanc ou noir, il est toujours en équilibre avec le système immunitaire, par exemple, il est ou protecteur ou il va, par exemple, se retourner contre nous dans le cas des auto-immunités, ce qu'on appelle les pathologies auto-immunes. Mais en fait, on parle du même système immunitaire. Et en réalité, cette psychoneuroimmunologie, finalement, c'est une discipline intégrative par le fait, parce que on comprend bien aujourd'hui, et à travers toutes les études qui avaient été faites par l'équipe de Georg Glaser à l'université d'Ohio, qui ont montré effectivement, et ça c'est très important que les gens soient bien conscients de ça, que le stress chronique élève durablement le cortisol dans le sang, ça c'est un fait, mais ce cortisol, une fois qu'il est de façon chronique dans le sang, il va mettre en place des mécanismes qui peuvent être irréversibles, c'est-à-dire qu'ils auront au minimum beaucoup de mal à revenir à l'état de base, mais malheureusement, dans certains cas, qui vont provoquer des enchaînements en cascade de dégradation. Donc, le système immunitaire est le premier impacté, les globules blancs deviennent moins nombreux, les natural killers perdent leur efficacité, les anticorps sont moins produits, etc. Donc, concrètement, les barrières dont je parlais tout à l'heure, les moyens de défense, hein, qui peuvent être d'ailleurs aussi, par exemple, dans les muqueuses. Par exemple, vous avez dans les muqueuses, que ce soit les muqueuses des voies respiratoires, vous avez dans les muqueuses du digestif, vous avez des mécanismes de protection
différents, je rentre pas dans les détails, qui nous, effectivement, font partie du système immunitaire. Et bah, évidemment, ces barrières-là, qui vont aussi empêcher les parasites d'entrer, s'affaiblissent. Et c'est exactement pour rejoindre le propos de tout à l'heure, les parasites vont passer. Vous voyez, les parasites vont trouver des brèches. C'est un peu comme si tout d'un coup, bah, il n'y avait plus de douaniers à la douane. Bah, évidemment, ceux qui ont des intentions un peu douteuses, ils vont extrêmement vite profiter de cet état pour s'infiltrer. Donc dans ce contexte-là, cette discipline de psychoneuroimmunologie, elle vient un petit peu articuler, d'une part, l'approche de Véronique sur le parasitage énergétique, avec par exemple les émotions, le stress chronique, et effectivement les conséquences d'un parasitage physique qui va pouvoir être décompensé, par exemple, par un stress chronique. Alors j'ajouterais aussi dans cette discipline de psychoneuroimmunologie une notion qui est très très importante. On en parle un petit peu plus, mais encore pas beaucoup. C'est la notion du rôle d'un nerf qui est très important dans le système de régulation de cet axe-là, neuro-immuno-endocrinien, qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, hein, qui est un nerf du système nerveux autonome et qui est un très très grand régulateur de nos fonctions biologiques, eh bien souvent, en fait, quand il y a du stress chronique, ce nerf vague, il est affaibli et en fait, lui, c'est un peu le rempart contre l'inflammation chronique. Donc, quand vous avez un nerf vague qui est en bon état, eh bien, vous êtes armé pour lutter contre l'inflammation déclenchée par le stress, par les parasites, etc. Et quand votre nerf vague est en position de faiblesse, eh bien, en fait, il baisse la garde et à ce moment-là, l'inflammation va gagner le corps par défaut, si je peux dire. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que l'organisme s'affaiblit et que les parasites vont passer dans le corps, s'infiltrer et passer finalement par toutes les possibilités, les portes ouvertes. Mmh. Oui, oui, et c'est là en fait hein, que la connexion avec le parasitage énergétique, elle devient, je dirais, limpide, hein, parce qu'un parasitage énergétique, finalement, bah, qui prenne la forme d'une relation avec une sorte de vampire énergétique ou d'une entité attachée à votre champ ou d'un égrégore toxique auquel on participe, eh ben, ça va générer exactement le même type de stress chronique. Hein. Dès qu'on est dans le stress chronique, finalement, on s'aperçoit que ça impacte immédiatement donc l'aspect physique. Et donc, comme le disait Claude, il l'a très bien expliqué dans tout ce processus, eh bien, ça favorise le parasitage physique. Donc, les deux sont tellement liés. Et finalement, c'est pas nécessairement un stress qu'on va ressentir de façon aiguë et consciente, hein, parce que c'est ça qui est très insidieux en fait. Hein. Mais c'est un stress de fond. Voilà, c'est un stress permanent qui va maintenir notre système nerveux sympathique en état d'alerte 24 heures sur 24. D'accord. Et le corps, lui, bah, il croit être en danger constant, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va mobiliser toutes les ressources qu'il a pour sa survie immédiate. Et ça se fait bien sûr au détriment de la régénération, de la réparation cellulaire et de l'immunité. C'est vraiment tout le mécanisme que Claude décrivait, que le docteur Baudouin décrivait. C'est vraiment ça en fait, d'accord. Et le drainage énergétique chronique et le stress psychologique chronique, finalement, produisent les mêmes effets sur le système immunitaire. Et ce n'est pas une hypothèse ésotérique. Là, on voit bien que c'est de la biologie. Et d'ailleurs, pour illustrer mes propos, je voulais vous partager un cas concret que j'ai accompagné parce que c'est un cas qui est malheureusement très représentatif. Voilà. Donc, il s'agit en fait d'une personne qu'on va nommer Marie, hein, parce que pour des raisons bien sûr de confidentialité. Marie, 42 ans, qui vient me voir après 3 ans de vie commune avec un partenaire que je qualifierais de vampire énergétique relationnel. Ce qu'on appelle aussi hein, dans le langage médical et psychologique un pervers narcissique. Pendant ces 3 années de vie commune, ce partenaire a littéralement alimenté sa propre vitalité en pompant la vitalité de Marie. Vous savez, c'est les manipulations, les humiliations, les doubles messages, et puis s'installe une forme de dépendance affective qui a été donc créée, générée par la relation. Et tout ça, ça constitue un parasitage énergétique massif et continu. Et pour vous donner donc, pour vraiment que vous compreniez, il faut
on aille voir jusque dans son corps finalement qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Ben d'abord, elle a expérimenté une fatigue chronique avec des troubles du sommeil. Ça, c'était les premiers signaux. Et puis, quelques temps après, chose qu'on n'arrivait pas forcément à relier, d'accord, elle a eu des mycoses vaginales à répétition qui ne répondaient pas au traitement habituel. Puis ensuite, des infections urinaires récurrentes. Et puis, finalement, encore plus tard, une candidose digestive massive. Et à chaque fois, elle avait ces nouveaux symptômes, ces nouveaux et les analyses ont révélé finalement, après une longue période, on a trouvé des parasites intestinaux avec une prolifération de parasites intestinaux. Donc vous voyez un peu le mécanisme qui s'est mis en marche. En fait, en traitant séparément les symptômes, ben, on n'arrivait pas à enrayer la machine. Alors on améliorait un symptôme, puis après, hop, il y en avait un autre qui arrivait, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que les traitements qui regardent simplement comme le disait tout à l'heure, le docteur Baudouin, il parlait de l'iceberg, c'est exactement ça. On vient illustrer cet exemple-là. Donc, à nous maintenant de considérer la personne différemment et de voir, voilà, parce que d'aller voir la cause racine, parce que c'est ça vraiment, aller voir la cause racine et traiter ça. Donc, considérer la personne dans sa globalité. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que le docteur Baudouin va nous parler un peu médicalement de ce tableau, parce que c'est quelque chose d'intéressant, évidemment. Sur le plan médical, ça paraît, Oui, les choses paraissent ne pas être reliées, et pourtant elles le sont. oui, excuse-moi. Oui, pour prendre le relais, tu me demandes, c'est vrai que ce cas est un cas tout à fait intéressant, je pourrais dire typique, et il doit nous éclairer sur pas mal de choses. En tout cas, il est parfaitement cohérent. Finalement, maintenant, on a un peu l'habitude de cette gymnastique de raisonnement, un stress émotionnel chronique, là ici, une relation pour le moins toxique, vécue par la personne. Parce que pour l'agresseur, lui, il n'est jamais toxique, mais c'est le ressenti de la personne. Eh bien, ce stress chronique va maintenir un cortisol élevé pendant des années, des mois, voire des années. Donc, comme vous le savez maintenant, ça va avoir un impact extrêmement fort sur l'immunité, qui va s'effondrer progressivement, sachant que si déjà l'état immunitaire, avant par exemple l'installation de cette relation toxique, si cet état immunitaire n'est pas, on va dire, déjà optimal, et ça c'est un petit peu toute mon activité de vérifier avant quoi que ce soit, que nous essayons de maintenir au mieux un système immunitaire optimum, je ne dis pas idéal parce que ça n'existe pas, mais optimum parce qu'on ne sait jamais évidemment vers quoi on peut être confronté plus tard. Donc déjà, il faudrait s'enseigner sur l'état immunitaire de Marie avant même ces débuts de ces problèmes. Bon, mais une fois que cette relation toxique est installée, une fois qu'elle le ressent comme telle, son cortisol va être sécrété en permanence et donc son immunité va s'effondrer progressivement. L'impact aujourd'hui d'une immunité effondrée, on commence à bien le connaître, ça va être essentiellement sur le microbiote, puisque je rappelle que le siège de l'immunité d'un individu, c'est 70 à 80% dans son intestin que ça se passe. Et il faut dire aussi que la plupart des parasites que nous hébergeons, comme par hasard, ils se trouvent aussi dans l'intestin. Donc, la confrontation en cas de système immunitaire affaibli entre les parasites et notre microbiote, elle est inéluctable. Ça veut dire qu'il va y avoir une bagarre qui va se... Parce que le microbiote, il ne va pas se laisser faire. Je rappelle, c'est des centaines de milliards de bactéries. Ils ne sont pas là pour faire de la décoration. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir effectivement une bagarre à l'intérieur. Donc, déjà, l'immunité va être elle-même, on va dire, agressée par cette bagarre. Vous voyez, c'est un deuxième état. Et puis, les forces en présence. Malheureusement, les bactéries, bon, c'est des êtres à évoluer, mais elles n'ont pas du tout l'intelligence des parasites. Les parasites, là en particulier, Marie, elle a été victime d'une candidose massive, on a les résultats, et donc ce candidat, il faut savoir que ce candidat, mais il faut avoir cette image-là pour retenir que c'est la même chose pratiquement pour tous les parasites. On connaît bien le candidat. Le candidat, il sécrète plus de 80 toxines différentes, dont certaines sont redoutables parce qu'elles sont proches, par exemple, de l'alcool. C'est ce qu'on appelle les acétaldéhydes, c'est-à-dire que la levure, le candidat, il va se nourrir de votre sucre, il va transformer le sucre un peu comme si c'était un alambic, il va le transformer en acétaldéhyde, et cet acétaldéhyde qui va aller s'installer dans votre cerveau,
eh bien, va vous donner effectivement des troubles qui peuvent être assez proches des troubles ébrieux, comme le brouillard mental, comme des vertiges, comme de la fatigue. Par exemple, dans le cadre du candidat, pour vous montrer cette stratégie incroyable, ça va donner l'impression qu'on est en manque d'énergie. Donc la personne, elle va aller prendre des aliments, par exemple riches en sucre, pour se donner un petit coup de fouet. Et là, le candidat, il a gagné parce qu'il a sa ration, qu'il est allé chercher intelligemment, indirectement, en suggérant à son hôte d'aller chercher pour lui le ravitaillement qu'il ne pouvait pas faire lui-même, parce que le candidat, il ne peut pas sortir du corps pour aller faire son marché et aller acheter de quoi se nourrir. Donc il va modifier le comportement grâce à ces toxines, et ces toxines sont bien plus puissantes que des substances du corps eux-mêmes. Donc évidemment, il va y avoir après, dans un deuxième temps, des interactions avec le cerveau. Par exemple, on va avoir des interactions dramatiques entre ces substances de type alcool ou autres, des toxines en tout cas, avec par exemple la synthèse des neurotransmetteurs, la sérotonine, que vous connaissez très bien. Et donc on est vraiment en plein cercle vicieux, parce que la personne va être de plus en plus fatiguée, de plus en plus émotive, de plus en plus énervée, etc. Donc il va y avoir des comportements à la fois psychiques et nutritionnels qui vont en dépendre, et tout ça va profiter aux parasites in fine. Donc, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de fatalité, si on veut dire, dans ces exemples-là, parce que tout est cohérent, et c'est ce que illustre ce cas de Marie. Et en fait, il n'y a pas eu un problème, puis un autre, et puis la faute n'a pas de chance. Non, en fait, il y a eu une cascade d'événements déclenchés par, on va dire, une seule cause initiale. Hein, dans ce cas-là, c'était. euh, alors, oui, peut-être son système immunitaire n'était pas au top avant, mais on va faire abstraction de ça. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle vive une relation qui la met dans un stress chronique. Et donc, ce système s'est, on pourrait dire, dégradé en cascade. Et cette cause initiale qui était dans cette partie invisible de l'iceberg, si on peut dire, de cette relation toxique, elle peut passer facilement sous le radar de la médecine conventionnelle parce que tout simplement, le médecin va peut-être pas chercher tout de suite dans cette direction. Mmh. Oui, oui, effectivement. Et donc, finalement, ben, la guérison de Marie, elle est venue, elle est survenue, et bien heureusement. Et elle est arrivée en deux temps. D'abord, ben, elle a quitté la relation, et puis le drainage énergétique a cessé. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi, hein, parce qu'après 3 ans de relation, bah, le terrain était tellement dégradé qu'il a fallu aussi travailler en profondeur sur sa restauration énergétique. Alors, on a coupé les liens, etc., tout ça. Évidemment, récupérer aussi les parts d'elle-même, hein, qu'elle avait données dans cette relation, et restaurer l'intégrité de son champ aurique. Voilà. Et en parallèle, et bien sûr, il y a eu un protocole physique de déparasitage et de restauration du microbiote. Et c'est ça l'approche intégrative. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble simultanément. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Si je peux rajouter quelque chose, Véronique, sur ce cas de Marie, et qui en fait illustrerait aussi pas mal des propos que je pourrais tenir en général sur comment faire par rapport aux parasites. Et donc là, c'est aussi le lien avec ce que tu dis de la restauration, etc., des états. C'est qu'en fait, une des choses les plus importantes à avoir en tête à un moment ou un autre, c'est de rompre des cycles. Il faut savoir que les parasites ont des cycles. Hein. Bon, on pourra peut-être en parler, mais c'est un peu technique. Mais enfin, il faut quand même avoir cette connaissance. C'est des êtres vivants, on l'a dit. Donc, il y a des œufs, il y a des larves, il y a des jeunes adultes, il y a des adultes. Tout ça, c'est des cycles. Et un des travaux importants du thérapeute qui s'occupe des parasites, c'est d'avoir en tête de rompre des cycles de réinfestation en permanence. Parce que c'est ça le gros problème. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de traiter les parasites, parce que à l'instant T, il y a différents stades en présence. Et dans les problèmes psychiques, c'est pareil. Si on ne rompt pas des cercles vicieux, des cycles engagés par les gens qui s'autoprogramment, c'est-à-dire en fait l'échec programme l'échec, le manque de confiance en soi, la peur etc. En fait, là, il y a vraiment un parallélisme entre les deux approches. C'est vraiment avoir conscience qu'il faut rompre des cycles. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur cette approche du cas de Marie. Oui, merci. C'est vraiment très Merci. juste. Oui. Bah, je me disais, bon, les personnes qui nous regardent, ils doivent se dire, voilà, est-ce qu'il y a des signes en particulier qui doivent alerter et dans le cadre du parasitage et comment, finalement ne pas tout mettre, dans le même panier? Qu'est-ce que vous Alors, pensez je de peux peut-être dire pour ce qui concerne le côté médical, le côté physique. Alors ça, c'est vraiment une question importante. Stéphane, merci de la poser. Euh,
J'ai dit tout à l'heure, je le redis volontiers, et il faut vraiment que les auditeurs aient en tête cette information que les parasites sont les grands imitateurs. C'est un peu là la difficulté, mais pour pouvoir se retrouver dans ce labyrinthe, il faut savoir que tout symptôme qui ne trouve pas une explication, alors bien sûr, la médecine est là, hein, on fait des examens, on élimine des causes, parfois aiguës, tout ça c'est entendu, évidemment. Tout médecin sait faire ça et doit faire ça. Mais là, on va parler de cas où les gens, on leur dit, écoutez, on a fait tous les examens, et je vais peut-être un petit peu forcer le trait, mais malheureusement, certains se reconnaîtront dans ce que je dis. Écoutez, vous devez être un peu stressé en ce moment, c'est un peu dans votre tête, prenez du recul, c'est pas grave, etc. Ça, c'est vraiment le diagnostic final de la non, de tout ce qui est passé sous le radar. Mais voilà, donc tout symptôme peut être effectivement mis dans l'escarcelle du parasite. Mais certains vont quand même être un petit peu plus caractéristiques, tout en étant souvent négligés par les gens. C'est ça qui est important. Et quand je dis négligés par les gens, ça veut dire qu'ils ne parleront pas forcément à leur médecin. Le médecin ne va pas forcément leur poser cette question. Et donc, il faut que les gens soient un peu attentifs au ressenti, j'en parlais tout à l'heure. Bon, la fatigue chronique, je crois que c'est un des signes importants. Mais ça peut être des signes de plein de choses, hein. Vous pouvez avoir une anémie, avoir une fatigue chronique, donc ce n'est pas spécifique du parasite. Vous voyez comme quoi, mais bon, si on prend le parasite, la fatigue chronique, sans explication médicale, encore faut-il que les explorations médicales aient été faites correctement. Je ne m'étendrai pas sur la question. On vous dit que vos analyses sont normales, que votre thyroïde va bien, etc. Moi, j'y crois pas une seconde que ça va bien. Je cherche en fait que ça va pas si bien que ça, mais ça, c'est mon métier. Donc, en fait, vous êtes épuisé, déjà, c'est un signal fort. Après, le deuxième signe vraiment important, et ça, c'est vraiment très important parce que je vais donner, alors, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais il faut quand même en donner un, les troubles digestifs. Donc, les troubles digestifs, comme j'ai dit, la plupart des parasites, ils séjournent, ils aiment bien être au chaud, nourris, logés dans notre intestin. Donc, évidemment, ils se bagarrent avec un peu notre microbiote, ils se déplacent. Bon, bref, ça crée des troubles. Ça peut créer des troubles. Alors là, toutes sortes, hein, des problèmes digestifs, des diarrhées, des ballonnements, des sensations d'inconfort après les repas, même légers. Bon, ça, ce sont des signes importants. Mais ce que je voulais dire ici, c'est ce que les médecins appellent le syndrome d'irritation intestinale ou d'inconfort intestinal, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, hein, des termes que tout le monde a entendus, et que parfois beaucoup de gens ont vu cette étiquette se poser sur eux après des explorations négatives. On dit, écoutez, on a fait tout, les examens, et bon, vous avez ce qu'on appelle un trouble fonctionnel intestinal. Au mieux, on va leur dire, arrêtez le gluten, faites attention à ne pas manger trop de fibres qui fermentent, etc. Et il le faut parfois. Bon, au mieux, on leur dit ça, et en fait, ça peut être des parasites. Bon, donc, ça, c'est le deuxième sujet. Les troubles digestifs, pareil, qui s'améliorent après des traitements, mais qui rechutent dès qu'on arrête. Vous voyez, cette façon de voir les choses est très importante. Et puis, vous avez un troisième secteur qui est très significatif et de plus en plus, c'est ce qu'on va appeler le brouillard mental. Brouillard mental, c'est un terme pas très médical, mais tout le monde peut le comprendre. C'est cette espèce de sensation, j'en parlais tout à l'heure, un peu parfois ébrieuse. On n'est pas dans son assiette, on n'arrive pas trop à se concentrer, on est un peu à l'ouest, comme on dit. Et en fait, ça peut être tout à fait les parasites à l'œuf, soit par des toxines, soit par des neurotransmetteurs qui sont déséquilibrés. Voilà. Il y a évidemment un signe, quand il existe, qui doit absolument retirer l'attention, c'est des démangeaisons. Alors évidemment, si vous avez des démangeaisons violentes, en particulier si elles sont entre guillemets mal placées, vous savez, dans le temps, les gamins, on les voyait se gratter le nez, on voyait se gratter le derrière. Bon, là, n'importe qui, nos médecins savaient qu'ils avaient les vers, hein, comme on dit, les petits qui ont les vers. Bon, mais vous avez, et si vous vous amusez à observer dans votre entourage, le nombre de gens qui ont soi-disant des tics, qui se grattent un peu le nez, qui se grattent un peu derrière l'oreille, comme ça, dans la conversation, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas que des tics. Si vous voyez une personne souvent faire ça, elle est probablement parasitée. Alors évidemment, l'idéal, si je peux dire, c'est d'avoir 2 ou 3 symptômes qu'on va relier avec l'idée, l'arrière-pensée que c'est peut-être des parasites. S'il y a une fatigue, s'il y a des troubles digestifs, s'il y a parfois des démangeaisons, s'il y a des troubles un peu d'anxiété, brouillard mental, ben, il faut intégrer le parasite comme étant possiblement en cause. Et on a fait, par exemple, il y a eu une très très grosse étude sur 24 études internationales qui ont montré qu'en réalité, dans le syndrome de l'intestin irritable, dans plus de 40% des cas, c'était dû au parasite. Et donc, les gens vont mettre un temps fou avant d'être reliés à leur cause. Je vais dire ici des chiffres aussi importants que, en général, trouver un parasite à l'origine d'un problème après avoir exploré plein de choses, ça peut prendre jusqu'à 15 mois en moyenne, et ça peut aller jusqu'à 7 ans
entre le moment où la personne se plaint et elle va errer parmi les différents confrères pour aller faire des examens, tous nécessaires au départ, bien sûr, mais ça peut aller jusqu'à 7 ans quand il s'agit de parasitoses un peu plus exotiques, un peu plus compliquées. Donc, évidemment, c'est absolument pas facile on ne peut pas dire, voilà, le parasite, c'est tel symptôme. C'est sûr que si vous avez une démangeaison, de l'urticaire, même de l'eczéma chronique, tout ça doit y faire penser. Toutes les lésions cutanées chroniques doivent faire penser aux parasites systématiquement. Même si on vous dit c'est une allergie à ci, une allergie à ça, il peut y avoir les parasites en dessous. Donc les démangeaisons évidemment, surtout la nuit, hein, c'est pas anodin. Par exemple avec les oxyures, mais voilà, vous avez aussi des toux des toux chroniques un peu comme ça sans support. On a fait des tests. En fait, il faut savoir que certains parasites, comme les ascaris, ils ont la bonne idée de se balader dans le corps. Ils aiment bien un peu faire le tourisme. Alors, ils partent de l'intestin, ils se baladent et ils remontent par les voies respiratoires. Donc, quand ils passent dans les poumons, finalement, eh bien, il peut y avoir des toux qu'on va peut-être classer allergie ou asthme. Donc, vous voyez, il peut y avoir un certain nombre de symptômes euh, qui ne sont pas strictement évocateurs isolément, mais quand on a un peu ce bouquet un peu de symptômes, on arrive facilement à y penser. Euh, et puis en dernier recours, je dirais peut-être le signe finalement le plus caractéristique, qui n'est pas un signe clinique, c'est la résistance au traitement. Ça c'est très très important parce qu'il y a plein de gens qui font très bien plein de choses, qui ont arrêté le gluten, qui ont plein de choses très bien, et finalement ça revient. Alors là effectivement, il faut y penser sérieusement. Voilà. Dès qu'on traite quelque chose, que ça s'améliore et que ça revient systématiquement, c'est qu'on a, voilà, il a manqué une pièce du puzzle. Et cette pièce, c'est souvent le parasite. Hmm. Oui. Et pour ce qui concerne l'énergétique, hein, évidemment, il y a aussi des signes. Celui qui ne trompe jamais, c'est ce que j'appelle moi la fatigue contextuelle. Une fatigue physique, quand elle est normale, va s'améliorer avec le repos. Et puis une fatigue énergétique, elle va pas diminuer avec le sommeil. D'accord? Donc vous pouvez dormir 10 heures et finalement vous vous levez aussi vidé que quand vous vous êtes couché. Parce que ce sont pas vos réserves physiques qui sont vides, mais ce sont plutôt vos réserves énergétiques qui ont été atteintes. Donc c'est très très voilà, c'est différent. Puis bon, il y a un deuxième signal aussi, c'est la systématisation. C'est-à-dire que vos symptômes empirent précisément en présence de certaines personnes ou dans certains lieux. Vous savez, vous entrez dans une pièce et puis vous avez immédiatement mal à la tête, ou vous croisez une personne particulière et vous vous sentez lessivé juste après. C'est pas psychosomatique, hein, parce que votre corps, lui, c'est un capteur extraordinairement précis, d'accord. Et puis aussi, on va parler des réveils nocturnes, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un signe très important aussi à considérer lorsqu'on se réveille systématiquement entre 3h et 5h du matin, avec quelquefois une sensation de présence. Hein, parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, quelquefois, j'ai des personnes qui me parlent d'une sensation de présence dans la chambre ou dans l'appartement, la maison, voilà, ou des cauchemars récurrents aussi. Hein. Lorsque vous êtes, je sais pas, poursuivi, agressé, etc. Dans certains cauchemars, c'est pas de la paranoïa, c'est votre système énergétique qui vous signale qu'il y a une perturbation dans votre champ aurique. Voilà. Donc voilà, ce sont des signes à prendre en considération. Et puis bien sûr, je dirais que le signal le plus avancé, tout à l'heure j'ai évoqué ça en 2 mots, c'est le parasitage qui dure depuis longtemps, et ça c'est ce que j'appelle la malchance répétée, tout en précisant bien sûr que la malchance n'existe pas, hein, vous m'avez bien entendu, la malchance n'existe pas. Vous savez, quand vous avez des projets qui s'effondrent, hein, mystérieusement, des opportunités qui vous passent à côté, une série d'événements négatifs qui défient toute logique statistique, ça c'est un signal d'alarme, parce que à ce stade ça veut dire que finalement le parasitage, il est quand même profond et qu'il est ancré, et que donc, il faut agir. Hein, et finalement, quand on est face à un doute profond sur le fait de savoir si on est parasité ou pas, moi, j'invite souvent les personnes à se poser 3 questions clés.
trois questions qui sont simples hein, et qui vont en fait finalement permettre un peu de s'orienter et de savoir ce qu'il y a à faire et d'agir. Parce que c'est ça qui est important. Parce que évidemment, il y a toujours des solutions. Quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Hein. Moi, j'aime beaucoup dire ça parce que certaines personnes peuvent être un peu désespérées lorsqu'elles sont en errance médicale ou énergétique. Hein. Mais non, il y a toujours des solutions. Alors, revenons à nos questions. Donc, la première question, je dirais, est-ce que vos symptômes varient selon les personnes que vous voyez ou les endroits où vous vous trouvez? Si oui, ça, c'est un signal énergétique fort. D'accord? La deuxième question, est-ce que vous avez des envies de sucre compulsives, un brouillard mental, des troubles digestifs variés et difficiles à expliquer? Bah, si oui, bah, on peut penser à la piste du candidat et donc le candidat a une sorte de correspondance, je dirais, dans l'énergie et donc on sait de quel type de parasite énergétique il peut s'agir et à ce moment-là, on peut bien entendu aller agir. Car ce qui est important de savoir, c'est que dans ma pratique, j'ai constaté que toutes les personnes qui étaient parasitées physiquement avaient donc le parasite physique avait un lien avec un parasite énergétique. Et donc les deux étaient reliés et les deux, c'est comme si les deux finalement travaillaient ensemble, avaient pris en compte notre multidimensionnalité, hein, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels avec des corps énergétiques, etc., pas seulement un corps physique. Et donc, c'est comme si le parasite, en fait, existait lui-même sur plusieurs plans et que dans chaque plan, il était en capacité de nous parasiter. Et ça se fait souvent, tout simplement, déjà par le manque de connaissances. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir que ces parasites existent et qu'ils peuvent agir de cette sorte-là. Parce que déjà, quand on commence à prendre conscience, on s'aperçoit que finalement, on commence à résoudre un peu le problème. On y reviendra un peu plus tard, mais voilà. Et la troisième question, est-ce que vous avez répondu normalement aux traitements médicaux ou est-ce que tout revient systématiquement? Si les traitements ne tiennent pas, c'est que le terrain n'est pas adressé. Et le terrain, bah, c'est souvent la dimension énergétique aussi. Et c'est là où vraiment il faut que euh, nos internautes qui nous regardent là comprennent que les deux sont totalement indissociables. Si vous avez un parasitage physique, eh bien vous avez un parasitage énergétique. Et l'inverse est probable aussi. Moins sûr, mais probable. Donc voilà. Donc très important de bien comprendre ces mécanismes. Voilà. Et je sais pas si Claude, tu voulais ajouter quelque chose, mais voilà, là, Nous, en fait, sinon on continue. comment, parce tu parlais d'une certaine forme d'outils pour diagnostiquer. Alors évidemment, là, en tant que médecin, nous, on a aussi des outils. Alors il faut toujours tous se dire que, en ce qui concerne les parasites, et c'est sûrement une des raisons, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai parlé du manque de connaissances, du manque d'intérêt, mais aussi le fait que les outils diagnostiques à notre disposition sont pas si faciles que ça. Je veux dire, il existe des outils, des moyens de diagnostiquer les parasites. Alors, dans des cas historiques, c'est carrément la personne qui amène la petite bébête dans ses mains et qui dit docteur, j'ai trouvé ça par terre en sortant de mes toilettes. Bon, bah, ça, d'accord, ça c'est historique, mais la plupart du temps, on doit vraiment aller les chercher. Alors, il y a des examens. Le plus connu, c'est l'examen parasitologique des selles. Encore faut-il le faire correctement et on explique comment le faire correctement parce qu'il a quand même son intérêt. Beaucoup disent ça sert à rien, ou on va trouver des parasites finalement qu'on connaît. Ben oui et non, parce que par exemple, si vous trouvez très souvent, là j'ai eu le cas encore récemment, j'en ai eu deux coup sur coup, de trouver dans un examen parasitologique des selles qui se fait donc en laboratoire de votre choix, on prélève des échantillons des selles sur 3 prélèvements et en fait il y a une observation laboratoire. Ben là, par exemple, j'ai trouvé 2 fois de suite, bon, c'est dans la même famille, donc ça peut se comprendre, un protozoaire qu'on appelle Blastocystis hominis, qui est présent quand même dans 18% des prélèvements. Et quand vous interrogez les spécialistes médicaux officiels, ils disent oh non, mais ça c'est banal, on en trouve partout. Oui, c'est vrai. Sauf que aujourd'hui, les connaissances qu'on en a, c'est qu'en fait, il faut voir plus loin. Que généralement, quand vous détectez ce type de parasite dans vos selles, c'est que au-dessus, l'étage au-dessus, dans votre grêle, bien au-dessus,
eh bien, vous allez avoir des dizaines de parasites qui sont en train de faire la fête, en train de dormir ou pas d'ailleurs, et qui ne seront jamais retrouvés dans les selles. Parce que le parasite, il est quand même pas assez fou pour sortir de chez vous alors qu'il est très bien au chaud et que vous lui donnez à manger. Pourquoi voulez-vous le retrouver dans les selles? Ou alors, c'est que vous ayez une infestation totalement massive, évidemment. Des gens retrouver des anoténia dans les selles, ça existe. Mais je veux dire, la plupart du temps, c'est très compliqué. Donc, il faut quand même y penser, mais c'est vrai qu'il ne faut pas dire parce que l'examen revient négatif, non, ben c'est bon, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le premier écueil. Après, vous avez une sorte de, de jeu de piste, si je peux dire, d'enquête policière pour le médecin un peu expert de la question. Il faut qu'il aille chercher des informations dérivées, des taux de certaines substances dans le sang qui sont un peu élevés. Le plus connu, c'est les éosinophiles. Donc, quand vous avez des éosinophiles qui sont au-dessus de la moyenne, là, vous ne pouvez pas dire il n'y a plus de parasites, il faut absolument y penser, mais ça reste des examens qui peuvent être souvent normaux et de temps en temps anormaux. Pourquoi? Parce que les parasites ont des cycles et que le jour où ils sont en migration, où ils sont en activité, bah, votre système immunitaire les détecte, donc vous le trouvez dans le sang, la preuve, mais la plupart du temps, vous ne le trouvez pas. Donc c'est une enquête. Il y a effectivement maintenant des examens un peu plus sophistiqués. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour porter à la connaissance, c'est des examens qu'on appelle des PCR. Hein. Les gens se rappellent malheureusement ces contraintes que on a eu à un certain moment avec les tests PCR, mais en fait, on utilise ce qu'on appelle des PCR multiplex dans le cadre des analyses de sel et qui en fait permettent de repérer l'ADN des parasites, donc qu'ils soient vivants ou morts, on retrouve l'ADN et à ce moment-là, on peut expertiser beaucoup plus précisément. Donc il y a des techniques qui sont en train d'apparaître. Pour l'instant, elles sont assez, on va dire, confidentielles. Tous les labos ne les font pas. Et dans les techniques les plus abouties, elles sont encore très coûteuses, hein, comme par exemple les shotguns métagénomiques. Donc, bon, j'en parle pas, mais il faut que le public sache que on aura à terme quand même si pour l'instant c'est coûteux, des techniques, on pourrait dire imparables pour aller chercher les parasites. On a aussi ce qu'on appelle des sérologies, mais tout ça est assez difficile d'interprétation parce que c'est pas parce que vous avez une sérologie positive que votre parasite est complètement actif. Donc ça reste, la biologie est extrêmement importante. Elle est un petit peu un casse-tête pour le thérapeute parce qu'il faut bien être solide pour pouvoir analyser tout ça, mais on arrive quand on est un peu orienté dessus, à détecter beaucoup de choses qui passaient jusqu'à présent sous les radars, même sur des analyses anciennes de sang, qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on retrouve des éosinophiles. Ben, c'est pas anodin du tout, parce que les éosinophiles, c'est des substances, des composés du sang, des globules blancs, quasi spécifiques des parasites. Hein. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ils sont quasi spécifiques des parasites, des ascaris, etc. Donc, on ne peut pas passer à côté. En fait, bon, je voudrais ajouter quelque chose d'important, c'est qu'au-delà de cette façon, d'une part en énergétique, de repérer des situations qu'on peut appeler diagnostiques, ou les trois questions que Véronique posait, ou moi, de ce que je viens de dire par rapport aux outils de diagnostic de parasites, c'est qu'en fait, il ne faut pas les exclure. Et c'est là un peu où, finalement, dans notre propos, se rejoignent nos approches, parce que justement, il faut envisager de diagnostiquer pratiquement simultanément les deux situations. Et dans beaucoup de cas que j'ai observés, que Véronique aussi a observé dans ces cas, et les miens aussi, ils le sont. Moi, je vous ai parlé de cet iceberg avec le fond qui abrite les fameux conflits émotionnels non résolus. D'ailleurs, le professeur Klinghardt, docteur Klinghardt à l'époque, il ajoutait une chose qui, moi, m'apparaissait un petit peu, on va dire, ésotérique à l'époque. Il disait conflits émotionnels non résolus, y compris avec les disparus. Alors là, vous voyez, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des champs. Bah oui, parce que des gens peuvent avoir des mal-être dans leur vie avec des choses qui sont qu'on appelle le transgénérationnel. Véronique en parle très bien, mais moi j'ai été sensibilisé aussi à ça. Donc vous voyez que c'est pas de dire bon, on va faire d'abord ça, puis après on fera ça. Je crois que l'idéal, hein, si c'est peut-être une utopie, en tout cas ça vaut la peine d'essayer d'approcher. C'est ce que Véronique et moi nous proposons, c'est de faire les deux bilans en parallèle, pas on va dire, tiens, au fait, ben, non, c'est d'avoir d'emblée l'envie d'approcher les deux, de ne pas choisir entre les deux mondes, hein, mais plutôt de les regarder simultanément. Ah oui. Oui, c'est ça, hein. Et d'ailleurs, moi, je vais vous donner juste très brièvement une image très simple, hein, pour comprendre pourquoi. Imaginez que vous ayez une fuite dans votre maison. Le plombier vient réparer la canalisation, hein, et ça, on peut l'associer au traitement médical. Mais si pendant ce temps, vous laissez la fenêtre ouverte sous la pluie, l'eau, elle va continuer d'entrer. D'accord? Donc, en fait, traiter le parasite physique sans fermer les fenêtres énergétiques, c'est réparer la canalisation avec la fenêtre ouverte. Hein. Donc, le résultat va être temporaire. Il faut vraiment
les deux. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, bah, merci en tout cas, pour toutes ces explications. Donc vous parlez, bah, là tu viens de nous parler d'un cercle vicieux, hein, entre voilà le parasitage, énergétique et physique et comment finalement, bah, ça s'auto-entretient, on va dire, ces deux types de parasitage et comment, briser ce cercle vicieux? Eh ben oui, c'est une très bonne question, Stéphane. Oui, vraiment, parce que c'est probablement le point le plus important pour aujourd'hui, parce que c'est ce qui explique finalement pourquoi tant de gens traitent, ok, ça s'améliore, et puis ça rechute. Et puis ils traitent à nouveau, et puis ça s'améliore, et puis il y a une rechute. C'est comme si c'était un cycle apparemment sans fin, hein. C'est un éternel recommencement. Alors, ben, voilà comment ça fonctionne. Dans le sens physique, vers l'énergétique d'abord, en fait. D'accord. Ça va, on peut le voir là sur le schéma à l'écran. Donc, ça fonctionne dans le sens physique vers énergétique d'abord. C'est-à-dire que le parasite physique, ben, qu'il soit intestinal, fongique ou autre, hein, ne se contente pas de voler vos nutriments. Il va consommer directement votre énergie vitale. D'accord. Chaque parasite présent dans votre organisme, c'est comme une fuite permanente. Et plus il y en a, et plus la fuite est importante, évidemment. Et puis, une énergie vitale chroniquement basse, eh bien, ça attire. C'est-à-dire que vous allez attirer quoi? Vous allez attirer des relations toxiques, des environnements un peu lourds, énergétiquement parlant, des situations qui vont drainer encore plus votre énergie. C'est la loi de la résonance, hein, c'est les basses vibrations attirent les basses vibrations. D'accord? Et c'est aussi valable donc dans le sens inverse, c'est-à-dire énergétique vers physique. Un parasite énergétique chronique va générer un stress de fond permanent et ce stress, comme on l'a vu, va affaiblir l'immunité. Et un système immunitaire affaibli, ça laisse les parasites physiques s'installer. Hein, chaque dimension, et c'est ça qui est important, hein, elle renforce l'autre. C'est ça, le cercle vicieux. Hein, voilà. Et donc, voilà, je pense que Claude pourrait parler peut-être de ce qui aggrave finalement maintenant ce cercle vicieux. Parce que sur le plan médical, il y a vraiment quelque chose de très particulier, hein, cet axe intestin-cerveau. Oui, tout à fait, Véronique. C'est vrai qu'alors, on a parlé finalement, ça sera la deuxième fois qu'on parle d'axe dans notre conversation, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'axe psycho-neuro-immuno-endocrinien. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que l'organisme, il fonctionne on va dire, en collaboration permanente et sous forme d'axe. Alors, plutôt que de voir des axes comme une droite, hein, c'est pas tout à fait un axe, c'est plutôt un cercle qui se rejoint, mais on appelle ça des axes. Et c'est très très important parce que ce rôle de l'axe cerveau-intestin, Great Brain Axis, hein, des anglo-saxons, aujourd'hui il est bien documenté, il est bien connu, on doit sans arrêt se le remémorer. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans le temps, quand je dis dans le temps, c'est pas si vieux. En fait, on parlait volontiers, quand il y avait des problèmes un peu comme ça à droite à gauche, on parlait assez facilement de maladies psychosomatiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette terminologie, qui parlait en fait de quoi? Psychosomatique, ça veut dire que le psychique finalement va impacter le corps, le somatique. Et en fait, les neurosciences ont montré que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, cet axe cerveau-intestin, en fait, c'était surtout un axe intestin-cerveau. C'est-à-dire quand il y a une information qui part du cerveau vers la périphérie, il y en a 9 qui sont en fait remontent vers le cerveau par la multitude des interactions des organes entre eux. Et donc finalement, le cerveau a pris une autre dimension, c'est-à-dire que c'est sûrement un collecteur génial d'informations, un super ordinateur, mais qu'à lui-même, il est à l'origine de pas grand-chose en fait. Il instaure rien du tout qui ne soit pas un contrôle de ce qu'il reçoit à la périphérie et en fait, il rebascule des ordres où il analyse des informations. C'est pour ça que c'est un super ordinateur, mais pas plus. Hein. Alors en fait, par exemple, si on veut illustrer ça, il faut savoir que par rapport à un neurotransmetteur qu'on pourrait imaginer le cerveau possesseur de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine, 90%, c'est pas rien, est fabriqué dans les intestins. Mais beaucoup plus que ça. En réalité, on sait aujourd'hui que ce qui fabrique, et après, bien sûr, va être distribué, hein, il y aura un distributeur, il y aura un colissimo qui va s'envoyer au cerveau,
un DHL quelconque, en réalité, c'est le microbiote qui est à l'origine. Vous imaginez que c'est les bactéries de notre intestin qui sont à l'origine de la plupart de notre sérotonine. C'est pour ça que finalement, quand on dit intestin, deuxième cerveau, oui, probablement, il y a moins de neurones dans l'intestin que dans le cerveau, d'accord. Mais moi, je dis, j'enfonce un peu, je mets un peu le pied dans un plat, de dire que le premier cerveau émotionnel, je dis bien émotionnel, bah, c'est l'intestin. C'est le premier cerveau émotionnel. C'est pas notre encéphale, le premier cerveau émotionnel. L'encéphale, il reçoit les informations, il les redistribue avec génie, bien sûr, il articule, il compense. Mais en fait, voilà. Donc, quand il y a des parasites et que on parlait tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, je crois, de rompre des cycles. Voilà un cycle magnifique qu'il faut rompre parce que une fois que vous avez des parasites en action dans l'intestin, ils vont être confrontés au microbiote, violemment, hein, parfois, en tout cas durablement. À ce moment-là, évidemment, ils vont interférer avec la production de cette fameuse sérotonine qui, quand elle est en diminution, voire en chute libre, eh ben, elle va donner quoi? Ben, la dépression. Et si on est capable de reconnaître une dépression en tant que médecin, la sanction immédiate, c'est de donner un antidépresseur, ce qui est logique qu'un enfant de 5 ans pourrait trouver tout lui-même. Mais en réalité, puisque ce n'est pas la cause de la dépression, c'est bien un manque de sérotonine. Mais ce manque de sérotonine, il est lié d'une part à un déséquilibre du microbiote et d'autre part à une action délétère au départ, hein, il faut bien le dire, du parasite. Donc évidemment, ces symptômes qui sont souvent traités avec des antidépresseurs, mais qui ne s'attaquent pas à la cause physique réelle, eh bien ça entraîne des états émotionnels dégradés parce que les gens qui sont sous antidépresseurs et qui vont pas bien, il y en a plus que l'inverse. Donc ça fragilise encore plus le champ global de la personne. Et toujours me référant à mon iceberg préféré, les étages que l'on a évoqués, bah, ils continuent d'avancer et le champ global de la personne, qu'on appellera le champ énergétique ou le champ, ou finalement l'intégrité de la personne, fait que la spirale, bah, finalement, elle continue ad vitam aeternam. Ouais, Ah, c'est parfait, c'est super. Alors, peut-être, je pensais peut-être, Stéphane, qu'on pouvait passer directement, peut-être concrètement, donc, à ce que les gens ont envie de savoir, euh, par où on commence, peut-être. Je sais pas si, comment, je sais qu'on a pris déjà beaucoup de temps, donc je ne oui, sais pas si, ce que tu en penses. oui, oui, par où on commence par rapport à, voilà, à cette approche justement dans le protocole physique, énergétique de déparasitage, par où on commence? Ouais. Oui. Alors je pense que bah, Claude va peut-être pouvoir nous en parler, hein, nous parler un peu donc bah, de notre approche, de l'approche intégrative, c'est-à-dire bah, finalement des solutions, hein, voilà. Donc et je vais moi-même illustrer Effectivement, ça. alors une approche à un point sensible que tout le monde bien sûr attend, et c'est le concret de tout, c'est après des explications qui me semblent assez fondamentales, hein. On ne peut pas bien agir sans bien comprendre, ça c'est ma devise depuis 25 ans, et j'explique beaucoup aux gens. Mes consultations étaient en partie longues à cause de ça, parce que je voulais que les gens, on va dire, sortent de mon cabinet un peu plus intelligents que quand ils étaient rentrés, intelligents sur la question qui les concernait, bien sûr pas sur leur QI à eux, mais je veux dire, ils étaient un peu plus éclairés, voilà. Et donc, eh bien, tout ce qu'on a dit amène effectivement à la question clé, comment on fait maintenant du côté physique. Alors, je dirais, du côté physique, la première chose à faire pour s'occuper des parasites, c'est d'abord d'y penser. C'est ça, il faut, c'est-à-dire que, en réalité, à partir du moment où on a ça en tête, on va dérouler quelque chose d'assez cohérent. Donc, il faut accepter l'idée qu'on peut être parasité. C'est pas si évident parce que l'image du parasite, quand même, au niveau inconscient collectif, c'est une image de sale, de mauvaise hygiène. Il y a beaucoup d'images mentales qui sont associées aux parasites et on va dire ça concernera jamais nous, quoi. Oui, peut-être que les gens un peu en situation d'hygiène défavorable, les grands voyageurs, mais nous, non, on n'est pas concernés. En fait, dans notre pays, là, en France en particulier, c'est un vrai sujet qui concerne le quotidien de chacun d'entre nous, parce que les virus, les parasites sont strictement partout, sur toutes les surfaces que nous touchons, dans tous les aliments que nous consommons, y compris l'eau. Donc c'est absolument. Alors évidemment, si on a des animaux domestiques et si on fréquente énormément les lieux publics, les gymnases, les spas, mais c'est comment dire, des situations qui se répètent à l'infini de la probabilité de contracter des parasites. Alors ils peuvent très bien rester tranquilles, comme je l'ai dit souvent, mais on en a. Et donc à partir du moment où les gens vont pas bien, eh bien ces parasites sont probablement à l'origine de leur problème.
Alors moi, personnellement, j'ai parlé d'examens biologiques que je fais, bien évidemment, que je répète aussi, il faut savoir les répéter. Il faut aussi engager les gens dans une démarche qui prend un peu de temps. Ça ne va pas être en claquant des doigts qu'on va mettre tout ça en évidence. Il faut avoir une certaine résilience au diagnostic. Hein. Il faut s'engager dans quelque chose. C'est pas forcément évident, ni pour le patient, ni pour le thérapeute. Il faut avoir vraiment l'idée de résoudre le problème. Donc déjà, c'est la première chose que je dirais. Il n'y a pas de distinction sociale, tout le monde peut être parasité. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'universel. Donc moi, j'utilise un questionnaire d'orientation. Hein. Dans ma discipline, en médecine fonctionnelle, on utilise beaucoup de questionnaires d'orientation. Quand ils sont bien interprétés, ils nous évitent énormément de désagréments, d'examens répétitifs, d'examens biologiques qui servent à rien ou qui ne montrent rien, de coûts aussi pour les gens. Donc un certain nombre de questionnaires sont au point, que ce soit pour le candidat, que ce soit pour d'autres. Et donc moi, j'utilise beaucoup. Donc ça veut dire que les gens, il va falloir aussi qu'ils s'investissent dans remplir correctement leur questionnaire, souvent chez eux. Donc, c'est des traitements qui vont se faire d'abord avec une approche, disons, de diagnostic par questionnaire. On va couvrir tous les symptômes, hein, bien sûr. C'est un véritable fil d'Ariane. Il faut savoir qu'on a un labyrinthe à explorer et donc il faut avoir ça. Après, pour les protocoles, alors, moi, je dis tout de suite, dans ce qu'on propose là, dans cette formation, dans ce parcours, moi, je suis médecin. Il faut savoir que la plupart des traitements antiparasitaires, il faut les concevoir comme des traitements antibiotiques. C'est la même chose. Donc, ce sont des médicaments sur ordonnance. Ils sont absolument indiqués dans certains cas bien précis, documentés. Et évidemment, on ne traite pas comme ça à l'aveugle. Donc, il faut avoir le parasite sous les yeux, si je peux dire. Et là, il peut y avoir intérêt de donner le traitement. Évidemment, je n'en parle pas ici. Pourquoi? Parce que les personnes ne pourront pas s'approprier ces traitements par eux-mêmes, parce qu'il faut une ordonnance médicale, il faut une prescription d'un médecin. Donc moi, je ne parle pas de ça. Même si moi, je suis capable de donner de l'albendazole ou du flubendazole ou d'autres traitements ou du métronidazole dans les cas bien précis, je veux parler ici d'une approche plus naturelle, qui est basée d'ailleurs sur la tradition qui remonte aux Égyptiens, aux Grecs, hein, des plantes que tout le monde connaît et qui sont évidemment aujourd'hui validées scientifiquement. Moi, je n'utilise et je donne conseil dans ce parcours que de choses qui ont été validées par des études scientifiques qui ont montré les propriétés, le taux, quel est le principe actif de telle plante qui fait quoi. Hein, par exemple, le génol dans le flou de girofle, on sait que ça joue sur les œufs. Je vous donne un exemple, il y en a bien d'autres. Donc, moi, j'utilise effectivement cette approche-là, qui peut être bien guidée, en étant bien guidée, peut s'être appropriée par les gens. C'est le but de notre parcours, c'est que les gens puissent se débrouiller un petit peu par eux-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit, malheureusement, il y a un chemin encore long avant que tout le monde soit d'accord là-dessus. Le corps médical, tout le monde. Donc, il faut que les gens un peu soient autonomisés dans leur approche, pas pour faire de la médecine, on va dire, de l'automédication, loin de là, mais pour avancer pas par pas dans une approche cohérente où, quand ils vont décider de faire un déparasitage, bah, ils seront effectivement pratiquement sûrs que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors, des plantes tout à fait, on en a plein, hein, je ne veux pas toutes les citer, mais par exemple, moi, j'utilise volontiers 3 d'entre elles. Artemisia absinthium, l'absinthe, la fameuse absinthe, qui est un principe amer qui déplaît énormément aux parasites. Ils ont horreur de tout ce qui est amer. Donc la gentiane, l'absinthe, ça agit sur la plupart des formes adultes. J'ai parlé du clou de girofle qui est très important pour agir sur les œufs des parasites. Et puis vous avez comment dire, un autre principe actif qui est extrêmement efficace, très connu aussi, qui est le brou vert de noix noire, une noix d'Amérique, et qui donc en fait, on associera d'une façon particulière ces produits entre eux, de manière à casser les cycles des parasites pour couvrir tous les stades possibles dont je parlais, hein, c'est très très important. Dans un niveau au-dessus, mais qui est un petit peu moins automédication, un peu plus dirigé, disons, avec un thérapeute, on va pouvoir utiliser dans des cas particuliers des huiles essentielles. La plus connue, c'est l'origan, mais vous avez aussi la cannelle. Donc, ce sont des principes actifs qui sont l'ail, bien sûr, tout le monde connaît l'ail, mais l'ail est très difficile d'utilisation sous forme, on va dire, brute, parce que bon, bah, c'est une contrainte sociale. Hein. Je veux dire, quand vous avez la laine qui exhale l'ail toute la journée, je pense que ça, à part faire le vide autour de vous, vous enlèverez les parasites, mais vous vous retrouverez bien seul dans la forêt. Hein. Donc, c'est pas forcément une solution. C'est une solution, mais elle est difficile d'utiliser. Donc, tout le monde connaît l'ail, mais ce n'est pas forcément dans les protocoles ce qu'on va utiliser le plus. Voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, à parasite. Et puis dans les protocoles, il faut apprendre aussi à réparer ce que le parasite a abîmé, comme par exemple refaire un petit peu un équilibre digestif, reprendre les bases sur un microbiote équilibré, il y a des probiotiques à prendre, certains. Il faut aussi travailler sa paroi intestinale qui a été véritablement percée de toutes parts par les parasites, hein, quand ils ont mis en action leurs toxines. Vous vous retrouvez avec une sorte de filet de pêche avec des mailles énormes
coup là, tout va rentrer, y compris des choses qui étaient en dehors des parasites, des antigènes alimentaires. Donc vous allez voir des gens qui vont développer des intolérances alimentaires avec le temps. On va traiter l'intolérance. En fait, l'intolérance, elle est consécutive simplement à l'atteinte de la paroi intestinale par les parasites. Donc tout ça, ça demande une stratégie que moi je propose, évidemment, en accompagnement dans le temps. Ben, quand je dis dans le temps, c'est pas non plus sur 10 ans. Hein, je veux dire, raisonnablement, en une année, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce cycle de lutte contre les parasites, de réparation des dégâts et surtout après de renforcer les moyens de défense de la personne pour éviter qu'il se reparasite. Et tout ça va être accompagné, bien évidemment, de mesures de prévention. Je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu après. Alors voilà, donc l'allopathie reste disponible, indispensable pour les cas nécessitant une intervention rapide, hein, ou, comme j'ai dit, face à des parasites spécifiques. C'est pas l'ennemi absolu, mais ce sont des médicaments qui ne sont pas du tout anodins. Il y a des contre-indications, des précautions, beaucoup d'effets secondaires possibles. Hein. Et donc, c'est un outil comme les autres, mais nous, on n'en parle pas ici enfin, en tout cas, je n'en parle pas dans l'approche que je fais sur le traitement des parasites. Merci. Bien, merci. Oui. Et moi, j'aimerais vraiment rajouter, donc pour ma part, pour le côté énergétique, hein, que le premier geste, c'est finalement, eh bien, de s'observer sans se juger. Et ça, c'est très important. Donc, une observation bienveillante et neutre. Pendant une semaine, par exemple, notez simplement votre niveau d'énergie au fil de la journée. Et notez dans quel contexte vous vous sentez drainé. Avec qui, dans quel lieu, après quelle activité. Vous voyez? Et ce journal d'énergie, ben, c'est extraordinairement révélateur parce que il va très vite vous montrer en fait vos patterns de parasitage s'il y en a. Hein, voilà. Et le deuxième geste, c'est ce que moi j'appelle le training énergétique. Le training énergétique, donc c'est un training que j'ai mis au point, c'est une méthode que j'ai mise au point. C'est un protocole de 20 minutes par jour. Alors de préférence, et je dirais même presque obligatoirement le matin, parce que comme il vous donne beaucoup d'énergie, eh bien, si vous le faites le soir, ça pourrait vous empêcher de dormir. Hein, donc, c'est mieux le matin. Et si vous voulez, ce training énergétique, finalement, bah, il comprend une conscience et une intégration de son corps. Avec aussi une purification du champ énergétique, et une récupération de votre énergie qui est dispersée dans les relations, les situations, et aussi qui vous permet d'avoir, on peut dire ça comme ça, une forme de blindage de votre aura pour la journée. Vous voyez, et c'est 20 minutes par jour, hein, ça paraît peu. Donc ce sont des affirmations que vous répétez avec intention et compréhension, bien sûr, des mécanismes que vous mettez en place. Ce sont uniquement des capacités que vous avez en vous et auxquelles vous faites appel par donc ces affirmations et ça dure à peu près 20 minutes. Donc, mais c'est la même logique que de se laver les mains. Vous savez, vous lavez pas les mains une fois par semaine en espérant que ça va couvrir toute la semaine. Ben non. Ben, l'hygiène énergétique, en fait, c'est pareil. Elle doit être finalement quotidienne. C'est-à-dire que c'est un rééquilibrage permanent et un bien-être en fait finalement qui va en découler. Hein. Et alors donc ici par exemple, vous êtes dans une relation qui vous vide systématiquement. Alors pas une relation difficile ponctuellement, hein, je parle bien, mais une relation qui vous laisse épuiser et à chaque fois, eh bien vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Ben ça, c'est un signal que quelque chose doit changer. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez quitter la maison, hein, non, quitter la relation, mais au minimum, eh bien, ça veut dire qu'il va vous falloir agir, remettre des limites énergétiques claires et commencer à couper les liens toxiques de dépendance, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, avec le training énergétique, avec mon observation, je suis en capacité d'agir et de reprendre ma vie en main, de reprendre ma souveraineté et de l'exercer dans mon espace pleinement, sereinement et je fais appel uniquement pour ça finalement à mes capacités. Hein. Donc voilà, simplement voilà ce que je voulais dire déjà. Alors bien sûr, bah, vous aurez beaucoup plus d'informations dans le parcours parce qu'on peut pas trop s'étendre non plus, mais voilà. Donc sachez que
il y a des solutions et des solutions qui marchent très très bien parce que le training énergétique, hein, essayé sur des dizaines, voire des centaines de personnes maintenant. Mais écoutez, il fonctionne vraiment très 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 bien et toutes les personnes qui l'ont pratiqué ressentent de gros changements. C'est comme si vous deveniez un sportif de l'énergie, tout simplement. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc je redonne la parole à Claude parce que je sais que la prévention aussi pour lui c'est quelque chose de très très important. Oui, merci. Alors, j'apprécie beaucoup là, ton intervention sur le training parce que, en fait, là encore, je trouve que nos deux approches se rejoignent, je dirais, à un point de fusion, on pourrait dire. Moi, bon, évidemment, j'ai expliqué que j'ai exercé pendant plus de 25 ans une médecine la plus préventive possible. Mais en fait, ce que j'ai surtout compris, et au travers de mes propres recherches et mes propres pratiques aussi, puisqu'il faut quand même qu'on soit un petit peu investi dans ce qu'on dit aux gens, sinon c'est un peu, il faut être crédible. C'est en fait l'installation, et ça je l'ai compris assez vite, de rituels. Dans toutes les médecines ancestrales, bon, je parle beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, mais pas que, insistent sur des rituels. Alors pas des rituels chamaniques, des rituels, je dirais, d'installer dans son quotidien ce qu'on va appeler des routines intelligentes. Et dans les parasites, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la santé préventive. Mais ce qui me tient encore plus à cœur, c'est les moyens d'y accéder. Et pour ça, il faut absolument installer des rituels. Il y en a plein des rituels, plein, 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 plein. Et en matière de parasites, c'est des rituels de prévention de bon sens essentiellement, déjà sur l'hygiène alimentaire, parce qu'on ne fait pas attention, on ramène les courses, mais nos salades sont pleines de parasites. Alors c'est pas grave de manger les parasites, on en mange tous les jours. Ce qui est grave et ce qui va devenir de plus en plus inquiétant dans nos sociétés, c'est l'accumulation. Et aussi bien, encore une fois, l'accumulation de pensées négatives, de situations toxiques, etc., ou l'accumulation de parasites, c'est la même chose en fait. On va petit à petit affaiblir nos systèmes de défense, l'immunité, on en a parlé, et donc c'est aussi la prévention, c'est éviter, mais tenir à ça comme à la prunelle de ses yeux, l'accumulation à l'insu de notre plein gré. L'hygiène alimentaire, prendre un peu de temps pour laver ses légumes, cuire ces aliments avec une température bien précise, éviter de prendre des glaçons dans les bars et autres parce que vous avez des parasites dans l'eau. Les parasites peuvent rester des mois et des mois sur des surfaces, dans l'eau, etc. Donc, il ne faut pas être, comment dire, devenir complètement paranoïaque, évidemment. Il faut juste être éclairé et informé. Et donc, pour que ça soit devenu qu'on soit à l'aise avec ça, qu'on soit solide avec ça, il faut que ça devienne une routine pour qu'on acquiert ce qu'on appelle une compétence inconsciente. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'on fait les choses. Au début, on ne sait même pas qu'il faut les faire. Au milieu, on y pense et on dit ah oui, c'est vrai, tiens, il faut que je fasse ça. Là, on est encore un peu dans l'effort. Et à force de le répéter, le cerveau, il enregistre ça avec des automatismes extraordinaires, ce qui s'appelle la mémoire. Et à partir du moment où on fait ça automatiquement, c'est cadeau, c'est fini. On n'a plus besoin d'y penser. Se laver les mains, évidemment, c'est le geste que vous devez retenir. S'il y a bien un geste pour s'éloigner le plus possible des parasites, vous savez qu'on porte entre 800 et 900 fois la main à la bouche par jour, hein, donc c'est quelque chose d'incroyable aux orifices. Donc les parasites, ils rentrent de partout. Et donc, se laver les mains, se brosser sous les ongles. Qui a encore une brosse à ongles sur son lavabo, sur son évier? On n'en voit plus beaucoup des brosses à ongles. Hein. Donc tout ça, ce sont des gestes qu'il faut apprendre à intégrer petit à petit et aussi, quand même, par précaution, s'installer dans une habitude de se déparasiter au minimum une fois, mais s'ils sont plutôt 2 fois par an, au changement de saison. Là, on rejoint l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a des périodes de l'année très importantes au niveau de l'organisme, il faut en profiter. Les parasites aussi en profitent. Il y a aussi, par exemple, les lunes, hein, il y a les phases de lune, tout ça c'est connu. Il y a des choses à mettre en place dans son quotidien. Et c'est vrai que, comme le disait Véronique, se laver les mains doit être aussi, je dirais, faire une sorte de lavage énergétique comme on se lave les mains. Ça doit devenir une routine, une forme d'hygiène. Et ces deux formes ne s'opposent pas, elles se complètent parfaitement. Elles ont vocation les deux ensemble, hein, de limiter ces influences négatives, on pourrait dire, d'apprendre à les combattre, à les évacuer par une hygiène énergétique, comme l'a dit Véronique, mais aussi par l'hygiène physique vis-à-vis des parasites. C'est de créer un terrain beaucoup plus solide qui va résister à la fois aux influences parasites, bien sûr, et aux présences des parasites, mais aussi aux influences psycho-énergétiques négatives. Voilà un petit peu là aussi, il y a une réunion entre nos deux approches.
Mm. Oui, oui, exactement, hein. Et la bonne nouvelle, hein, parce qu'il y en a une évidemment, et je veux vraiment finir cette séquence sur ça, c'est que pour chaque forme de parasitage, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une solution existe toujours. Aucune situation n'est irréversible, aucun terrain n'est condamné à rester dans cet état. Et ce que le docteur Baudouin et moi-même avons construit ensemble, hein, au fil de notre parcours sur le déparasitage, eh bien, c'est précisément un chemin de retour, hein. Un chemin complet qui adresse les deux niveaux et qui donne des outils concrets et qui respecte l'autonomie de chaque personne. Parce que l'autonomie, c'est vraiment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère de conscience et donc forcément une ère un peu plus autonome. Donc voilà, donc ça va vraiment dans ce sens, hein. Euh, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous n'ayez pas besoin de nous indéfiniment, hein. Vous avez juste besoin d'apprendre à vous soigner vous-même, hein. C'est ça la souveraineté et c'est ça que nous avons voulu transmettre donc dans notre programme. Voilà. Eh ben, merci en tout cas pour tout cela. C'est vrai que c'est super, super intéressant. Quelle est, à travers votre collaboration, quelle est la conviction profonde que vous avez acquise en fait en faisant ce parallèle entre le côté énergétique et puis le côté physique au niveau du parasitage? Bah, par exemple, si je peux introduire sur cette question, finalement une question, encore une fois, très importante, fondamentale, et qui n'est pas si évidente pour le médecin que je suis, parce elle a nécessité un cheminement complexe dans des disciplines qui ne sont plus du tout médicales, comme par exemple la science physique et la médecine de la physique quantique. La physique quantique nous apprend quoi depuis maintenant des années, pour pas dire des centaines d'années, c'est qu'en réalité la matière n'est qu'une structuration de l'énergie. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Hein, c'est qu'en fait la matière en tant que telle, elle est supportée par de l'énergie, et qu'en fait tout ce qui existe est d'abord énergie, que ce soit des électrons, des photons, etc., etc. Donc ça permet quand même, et ça revient un petit peu à l'idée de c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas, de tout à l'heure. Donc ma conviction, c'est que la médecine d'aujourd'hui, je dis même pas de demain, elle doit obligatoirement intégrer ces deux notions, cette notion d'énergie et cette notion de matière. C'est sûr que quand vous avez une blessure, une plaie, la matière, elle souffre. On va la réparer, on a un pansement. Mais quelle est l'énergie qui a conduit à cet état de fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, donc c'est effectivement là où nos deux approches se rejoignent, parce que c'est les deux faces d'un être humain complet. Ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, ou la médecine, je dirais, fonctionnelle, c'est du bon sens. D'ailleurs, s'il y avait des résistances à lever, il y en aura encore, il ne faut pas rêver. Elles vont tomber les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques, strictement scientifiques, qui montrent les relations entre ces deux aspects, si vous voulez, et qui sont en fait logiques, puisque la science a démontré que en réalité, il y a une séquence qui est assez extraordinaire, hein, dans l'état des choses. C'est la matière est précédée par l'énergie, mais elle-même, l'énergie est précédée par l'information. Comment vous expliquer que si vous prenez le pied d'une chaise, c'est que des électrons? Si vous prenez, par exemple, dans le corps de Stéphane, il n'y a que des électrons, mais c'est exactement les mêmes que ceux de la pied de la chaise. Alors, pourquoi il y en a qui font un moment des pieds de chaise et d'autres qui font un Stéphane ou un docteur bon, ça nous dépasse, mais ça veut dire qu'il y a une information qui est contenue dans cette énergie qui est portée par les électrons. Donc, cette vision, on va dire, physique des choses permet d'aller un petit peu explorer des terres un peu inconnues encore, mais qui le sont de moins en moins, où justement les deux faces de l'être humain se rejoignent. Les thérapeutes qui seraient un peu en réticence de cette vision auront beaucoup de mal dans les années qui viennent, parce qu'ils passeront d'une part à côté de peut-être l'essence même de leur fonction, et peut-être un décalage par rapport à ce que les gens attendent vraiment, sans le savoir, et ce qu'ils recherchent vraiment, de ce qui peut vraiment les guérir, au sens, je dirais, pas au sens magique du terme, mais au sens profond du terme. Merci, docteur Baudouin. Quelle est ta conviction, Véronique? Qu'est-ce que tu as Eh bien, compris? eh bien oui, oui, moi, ma conviction, eh ben, c'est que, en fait, vous n'êtes pas des victimes et que votre corps physique et énergétique sait se défendre, se régénérer et se guérir. Et donc, c'est très important de se réapproprier ses capacités, de se réapproprier son espace et de comprendre, de connaître, de se connaître, hein. C'est un peu le connais-toi toi-même
voilà, tu connaîtras les dieux de l'univers, c'est exactement ça. C'est en fait votre système immunitaire, dans les deux sens du terme, il est extraordinairement puissant. Et ce qu'on vous a appris aujourd'hui, eh ben, c'est simplement à ne pas le laisser seul face à des défis qu'il ne peut pas relever sans votre aide consciente. C'est ça, hein, la clé, je crois, aujourd'hui, dans beaucoup de choses, c'est la conscience. Moi, j'en parle toujours beaucoup de la conscience dans tous mes accompagnements. Voilà, parce que c'est important quand vous voulez prendre soin de vous, eh bien, devenez de plus en plus conscient. C'est ça la libération, c'est ça la liberté. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dirais, et prenez soin de vous dans les deux dimensions. Voilà. Hein. Ouais. Euh, et en fait, pardon, excuse-moi Stéphane, mais je voulais juste rajouter une petite chose. En fait, ce live, c'est vraiment une introduction. Cette vidéo est une introduction, un petit aperçu de notre parcours que nous avons condensé en 1 heure. Hein. Donc, et pour ceux qui veulent aller en profondeur, bah, on a co-créé avec le docteur Baudouin un parcours complet qui est intitulé donc le déparasitage physique et énergétique. Voilà, avec plusieurs vidéos, enfin des dizaines d'heures de vidéos, des questionnaires, des protocoles, des cas pratiques, des outils de purification, de protection énergétique, voilà, et bien sûr l'ensemble du protocole physique du docteur Baudouin. Et tous les liens sont dans la description. Et Voilà. oui, tous les liens dans la description. Il y a 18 vidéos, hein, c'est ça, 15 heures, Oui, 15 heures, ouais, voilà, 15 heures de 15 heures de travail, vidéos, d'autodiagnostic. ouais, c'est... Donc vraiment, c'est ultra puissant. Vous avez un lien dans la description, les amis, et sachez aussi que bah, voilà qu'il y a par rapport à ce programme, il y a un prix promotionnel en ce moment, hein, pendant quelques jours. Alors allez faire un tour, hein. Évidemment, c'est quelque chose d'unique, hein, vous l'avez bien compris aujourd'hui, hein, ce dont on vous parle aujourd'hui sur Gamitation TV, à travers ce qu'a pu nous transmettre Véronique et le docteur Baudouin. Cette approche, hein, les deux réunis, la partie énergétique et la partie, on va dire physique à travers l'approche médicale du docteur, vous n'allez pas trouver ça à tous les coins de rue. Donc voilà, il fallait il y ait cette réunion de ces deux approches, de ces deux visions. Et je pense que c'est vraiment cela, hein, vous l'avez dit aussi, hein, aujourd'hui, on est dans une période particulière, une période charnière dans ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Et je pense que il n'y a plus de raison de simplement voir d'un côté ou simplement voir de l'autre, parce que nous sommes des êtres eh bien, multidimensionnels. Il y a différents aspects de nous-mêmes et qu'il faut aller voir justement sous ces différentes coutures, sous ces différents plans, pour pouvoir comprendre un peu mieux la problématique qu'on peut avoir, et en l'occurrence aujourd'hui, bah, la problématique du parasitage. Moi, je vous remercie du fond du cœur pour ce partage aujourd'hui, et puis bah, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, évidemment, vous avez un lien dans la description, allez-y. C'est vraiment voilà, cette formation, évidemment, encore une fois, elle est unique. Il y a un prix promotionnel pour vous pendant quelques jours. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, faites-le, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé des dernières publications. Mettez un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez la vidéo un maximum avec votre entourage, parce que je pense que ça va enrichir tout le monde et ça va permettre à toutes les personnes qui vous entourent, qui peuvent avoir ce genre de problème, de comprendre et puis de trouver des solutions. Et puis, mettez-nous un commentaire aussi sous cette vidéo. Et puis, peut-être vous avez même des questions pour Véronique ou le docteur Baudouin par rapport à tout ce qui a été transmis aujourd'hui. Et moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur, Véronique et le docteur Baudouin, pour cette Merci. transmission. Et puis, ben, Merci Stéphane. je vous laisse le mot de la fin. Oui, oui, merci Stéphane. Alors merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité d'exposer donc nos deux points de vue qui finalement convergent totalement et qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu innovante en fait du parasitage, et surtout voilà de pouvoir partager avec vous toutes ces informations. Ça a été vraiment un immense plaisir. Moi je dirais simplement prenez bien soin de vous, et c'est très très important. Voilà. Et le Ben, docteur Baudouin. moi, je remercie dans l'ordre, bien sûr, Véronique de m'avoir fait cette proposition et surtout confiance, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment mieux que ça au départ, et finalement, bah, ça a matché, comme on dit, parce que je pense que les choses se passent dans l'invisible, et dans les ressentis. Et puis, bah, Stéphane, de me permettre un peu de sortir de mon cercle restreint de communication, qui se fait surtout avec mes patients et proches,
pour aller rencontrer un public que certes je ne vois pas, mais que j'espère aura pu retenir des informations peut-être voilà, originales sur ce qu'on a pu évoquer. Donc pour moi, c'est un petit peu une première aussi. Hein, voilà, je suis pas médiatique, je suis pas médiatisé. C'est volontaire parce que normalement, en tant que médecin, même si je sais que c'est plus tout à fait la règle, on a un devoir de réserve. Mais je te remercie Stéphane de m'avoir permis un petit peu de sortir de voilà, de mon cercle restreint parce que je pense que c'est important finalement d'aller rencontrer le plus de gens possible. Comme tu l'as dit, il y a des souffrances, il y a des gens qui errent. Et si on peut aider au maximum, une consultation, c'est un espace beaucoup trop restreint. Je le dis depuis des années. J'ai organisé moi-même des groupes d'aide. J'encadre des groupes où j'aide un groupe qui s'est constitué maintenant depuis 4 ans pour faire une approche collective des problèmes de santé parce que aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès à un médecin, surtout dans ce type d'approche. Donc, cette occasion pour moi est un petit peu, voilà, c'est cette nouvelle façon, entre guillemets, d'exercer la médecine. Merci. Merci, merci, merci à vous deux pour cette générosité dans le partage. Et les amis, eh bien, belle journée ou bonne soirée. Voilà, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.